plus sortir. Voilà, je suis dans une pièce qui est assez. Ouais, ça résonne, mais moi je m'entends bien. Ok, ok, cool, ça se passe. Merci beaucoup d'accepter ça, le podcast. Avec grand plaisir, avec grand plaisir, mon C'est gars. cool. Bah, moi, comme je t'ai dit, je voulais vraiment commencer les podcasts parce que j'étais vraiment intéressé de faire partager des connaissances par rapport à mon expérience, ce que j'ai vécu par rapport à mes blessures, tout mon parcours. Même si j'ai que 25 ans, je pense que j'ai ouais, pas mal de choses que je vous ai partagées. Et toi, du coup, je te suis depuis un certain moment sur Insta et je trouvais qu'on avait vraiment la même philosophie par rapport à l'entraînement. Comme je suis avec le téléphone, deux, trois détails près, mais ça, c'est parce que chacun a son expérience Bien sûr. et c'est top. D'ailleurs, moi, j'aime bien ça. Si tu es trop d'accord avec la personne, au final, t'apprends rien. Donc, C'est vrai. non, moi, je voulais vraiment te parler avec toi. C'était un plaisir de parler avec toi parce que je trouve que ce que tu apportes, c'est vraiment enrichissant. Euh, Tout ce que tu fais au niveau de la mobilité, de l'articulation et le fait de casser un peu les mythes qu'il y a encore dans l'entraînement, euh, bah, c'est quelque chose pour moi qui me semble important de partager à tous ceux qui sont encore là-dedans. Comme moi, j'ai été là-dedans pendant tellement longtemps, faire des erreurs, etc. Donc voilà. Donc, je te remercie encore d'être là. Et Merci puis, à toi. bah, est-ce que tu peux te présenter vite fait? Oui, bien sûr. Alors, merci pour l'invitation. Mon nom, c'est Kevin. Je suis coach sportif. J'habite à Genève et c'est à peu près ça, hein. J'aime pas faire des trop longues présentations, mais c'est ça. C'est un peu mon parcours actuel. J'habitais aux États-Unis avant. Enfin, je Ouais. suis né à Genève, grandi à Genève. Ensuite, je suis parti vivre aux États-Unis. Je suis revenu pour ouvrir un business, une salle de sport ici à Genève, avec un ancien associé. Et maintenant, on s'est séparés. Depuis, je suis à mon compte et je travaille en tant qu'indépendant. Donc, voilà. Donc, t'es suisse alors? T'es suisse ou t'es portugais? Je sais pas, Je suis Ferreira, c'est suisse. quoi? Ouais, c'est descendance portugaise. D'accord, Ouais. je me demandais. Je suis un mix de toutes les colonies portugaises, en fait. C'est pour D'accord, ça. ok, mais mais je suis né à Genève et grandi à Genève. ok. Et donc, ouais, donc tu me disais, donc maintenant, t'es coach depuis combien d'années exactement? Alors là, je suis coach depuis 8 ans. 8 ans. Ouais. Voilà, ça fait 8 ans que je fais ça en tant que, je dirais en tant que carrière. Ouais. C'est quelque chose que je fais à temps plein. Enfin, les premières années, pas vraiment. Je devais m'en sortir, bien entendu. Donc, c'était un side hustle, quelque chose que je faisais plus sur le côté. Et je dirais que ça fait 6 ans, 6 ans que je fais ça vraiment à temps plein, en tant que carrière. Et c'est ce que je compte faire, en tout cas, pour le reste de mes jours. En tout cas, après, bien entendu, j'espère que ça va varier, hein, mais j'aimerais rester dans ce domaine-là. T'as vraiment trouvé ton truc qui te correspond et Ouais, à tu te fond, à sens. fond. À fond, à fond. Bah, écoute, c'est un peu le regret de pas être aussi un athlète professionnel parce que j'aurais aimé choisir cette route, mais les choses ont fait, les circonstances ont fait que j'ai pas pu m'y consacrer. Donc voilà, maintenant, j'aime bien aider les autres à se développer dans cet aspect-là. Donc, Et c'est dans quel sport que tu aurais voulu être athlète? alors moi, j'ai toujours été dans le sport de combat. J'étais athlète compétiteur dans le sport de combat. Ouais. Maintenant, je me suis dit, au bout d'un moment, quand j'avais 21 ans, euh, 21 ans, je me suis dit que ouais, c'était 22, je me suis encore entraîné 22, ouais, 22 jusqu'au 22 où j'ai arrêté de prendre ça sérieusement, où je le faisais un peu plus pour le loisir et quand je le fais maintenant, c'est plus pour le loisir. Mais de mes 12 ans à mes 22 ans, j'ai fait ça à temps plein, 7 jours sur 7. Mhm. Et en combattant, que ça soit, j'ai commencé avec plusieurs différents arts martiaux. Ensuite, sport de combat, je tombe amoureux du sport de combat, de la boxe anglaise. Ensuite, j'ai fait Muay Thai, un Jiu-Jitsu brésilien pour finir dans le MMA. Et voilà, c'était dans ça que je pratiquais, mais pas vraiment de débouché. En tout cas, je me voyais pas m'investir à 100% pour un truc qui allait pas avoir de rendu à la fin, de rendement à la fin. Donc c'était un peu ça, c'était un peu le côté logique des choses qui me disait non, ça vaut pas la peine. C'est à quel âge la boxe, tout ça? J'ai commencé à quel âge la boxe? Ouais, boxe, Muay Thai.
La boxe anglaise, j'ai commencé à 12 ans. La D'accord. boxe anglaise, j'ai commencé à 12 ans et j'ai jamais vraiment arrêté. J'ai arrêté en compétition, mais je pratique toujours ici et là, mais de manière, comme j'ai dit, c'est plus un loisir qu'autre chose aujourd'hui. D'accord. Ah, que t'as quel âge? T'as 28 ans, c'est ça? Ouais, j'ai 28, ouais, exactement. T'entraînes des boxeurs souvent? Alors, j'ai entraîné au début des combattants, des anciens partenaires, mais c'est vrai que je me retrouve plus à entraîner maintenant des Voilà. footballeurs, des basketteurs, mais pas les athlètes de sport de combat. Ceci étant dit, les athlètes de sport de combat, pour moi, sont les plus disciplinés et, et ils ont une capacité énorme. Enfin, les athlètes de sport de combat, c'est une autre mentalité. C'est un truc qu'on retrouvera pas dans les autres sports. Je pense que ça requiert une capacité mentale qui est autre. Par rapport à l'entraînement, par rapport à juste endurer les coups, la discipline de l'entraînement. Ouais, la discipline de l'entraînement et cette mentalité un peu go, go, go. Et aussi, c'est différent quand tu travailles avec un athlète de sport collectif et un athlète qui Individuel. pratique un sport individuel. Voilà, parce qu'en sport individuel, bah, tu es tout seul. Tu peux compter que sur toi-même. Donc, s'il n'y a pas un moment où on peut faire un changement, tu vois. Ouais. Et, Et d'ailleurs, c'est un peu le problème justement quand tu entraînes des joueurs, c'est justement un entraînement collectif comme ça. Au final, tu peux vraiment jamais vraiment travailler sur les détails que le joueur en question a vraiment besoin. Tu vas travailler un petit peu, mais c'est toujours un peu bâclé, quoi. Et ça, ouais. c'est compliqué. Et surtout en boxe, justement, c'est une préparation. C'est un peu comme le sprint, que j'ai un ami à moi qui est professionnel, où leur sport c'est le sprint, mais c'est vraiment de développer le corps. C'est pas un jeu, tu vois. C'est pas comme le foot, c'est un jeu. Le Mhm. basket, c'est un jeu. Là, pour pratiquer leur sport, ils ont vraiment besoin d'avoir un corps à 100%. Et Ouais, je pense que exact. c'est ce C'est qui le fait toute côté la différence, athlétique. hein. Ouais, 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 bien c'est un sûr. sport, en fait. C'est un sport. Moi, j'ai toujours dit que le foot, c'est un jeu, Mhm. et que justement, tout ce qui est sport de combat, sprint, tout ça, c'est un sport. Et que les footeux, en fait, à un moment tu arrives à un certain niveau, ça reste un jeu, et après, il n'y a que certains qui vont vraiment faire l'effort de comprendre que c'est avant tout un sport, Mhm. c'est un jeu. Ça, Ouais, c'est je pense fort. que c'est quelque chose qui a évolué, tu vois, comme tu le dis. Je pense qu'aujourd'hui, les footballeurs, eh bien, ils comprennent l'importance du côté athlétique. Alors que, alors qu'il y a des années auparavant, je pense que c'était pas important du tout. Et ça, maintenant, c'est un truc que les footballeurs comprennent. Parce qu'il y a des joueurs qui sont venus, ben, entre autres Cristiano Ronaldo, qui ont fait la différence en montrant leur côté athlétique. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors là, les footballeurs, ils se rendent compte qu'ils disent, ah, ok, mon talent du jeu, mon talent, mes skills, ça suffit plus. Parce on est tous bons à ce niveau-là et peut-être que le côté athlétique, ça va faire la différence. Et c'est tout mon speech après tout. Mais Ah, c'est c'est vrai. vrai que c'est des détails. J'avais un coach qui m'avait dit ça en Amérique du Sud. Il me disait, lui, ce coach-là, c'était un ancien pro. Et il Mhm, m'avait dit un jour, voilà, toi et moi, en fait, ce que tu sais faire, passer le ballon, contrôler, on sait tous le faire. mhm, Après, ce qui va faire la différence avec là-dedans, ça va être justement ce que ton corps peut endurer, répéter les matchs, ce que tu peux pouvoir faire à la 90e minute, ce que tu vas pouvoir faire l'accélération, revenir. En fait, mhm. les détails, et c'est ce qui fait au final la différence. C'est vrai. Ouais, clairement, clairement. Mais c'est tout mon speech encore avec les footballeurs et les basketteurs. C'est ce que je dis en fait. Il y a une règle avec le corps qui est très simple, c'est que si tu répètes quelque chose, au bout d'un moment, ben, ça devient un automatisme et ton corps, il s'habitue à cette demande que tu places sur ce dernier. Alors, pour t'améliorer, eh bien, tu dois placer un nouveau stress, tu dois envoyer un nouveau stimulus. Ok. Et c'est comme ça que ça fonctionne avec les tissus et c'est comme ça que ça fonctionne avec ton système nerveux. Si tu fais tout le temps la même chose, eh bien, tu vas pas t'améliorer, tu fais que de pratiquer au bout d'un moment. Donc, tu dois faire un truc, travailler sur un truc sur lequel tu n'es pas bon pour pouvoir t'améliorer. Et ce que je dis avec les footballeurs et les basketteurs, c'est que les mecs, ils jouent au ballon depuis qu'ils ont 3 ans, tu vois. Depuis qu'ils ont 3 ans, c'est ce qu'ils pratiquent depuis toujours. Donc, la marge de progrès est très petite par rapport à la marge de progrès athlétique qu'ils pourraient faire. Alors, Tu vois, donc c'est ça, c'est ce qui fait la différence. Et si tu améliores, si tu travailles sur ces points faibles, eh bien, tu vas être capable d'exposer ton talent de footballeur, de basketteur, peu importe, encore mieux. Tu comprends? Donc, c'est une logique qui s'applique sur tout, selon moi. C'est juste, il suffit de travailler sur les choses sur lesquelles tu travailles jamais, tes points faibles,
et ça va s'améliorer. Et de cette façon-là, eh bien, tu vas pouvoir exprimer tes points forts avec une meilleure aisance. C'est un Et peu justement, ça l'idée. j'en avais parlé ça avec un coach aussi, et lui, il disait plutôt le contraire en soi. Il disait que tu prends par exemple Mbappé, Mhm. il est super rapide, tu vois, sans sa vitesse, parce que Mbappé il ferait aujourd'hui, il a plein d'autres choses. Et c'est Ouais. sa vitesse qui fait que c'est dans le top 5 mondial. Mhm. Et donc, il y a des coachs de préparateurs physiques qui vont te dire plutôt travailler sur justement améliorer encore plus sa vitesse, Mhm. faire en sorte qu'il ne se blesse pas, d'ischio, etc., dès qu'il va taper un sprint, et ouais, vraiment se concentrer justement sur son point fort, que perdre du temps, entre guillemets, sur améliorer des choses qui lui demanderont trop de temps à comprendre. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a deux écoles par rapport à ça. Moi, je suis plus un peu comme toi à penser que, ouais, parfois, il faut vraiment s'attarder sur les points faibles, et ça demande vraiment de s'attarder dessus et de travailler ce qui ne va pas pour vraiment faire une machine, le mec. Ouais, Mais après, je suis d'accord avec l'autre école de pensée, hein. Le truc, ouais, c'est que, en fait, j'ai l'impression qu'on doit toujours choisir les extrêmes, tu vois. C'est se dire, ouais, OK, on doit faire que ça, on doit faire que ça, alors que pas du tout. Je pense que c'est une question de ratio, en fait. OK, quel est le ratio que tu veux consacrer à améliorer la vitesse de Mbappé, tu vois, et l'autre, quel est le ratio que tu veux consacrer pour améliorer ses skills, tu vois. Et c'est là, à ce moment-là, où tu fais une programmation qui a du sens. Alors, une programmation, ça ne veut pas dire que tu vas enlever complètement un aspect. Ça veut dire que tu vas peut-être mettre le focus plus sur quelque chose. Alors, quel est le focus à ce moment-là? Tu vois, c'est là où il y a tout le côté program c'est, design, voilà, et processus de pensée qui rentrent en jeu. Mais tu n'as pas, en fait, à choisir. Et c'est ça un problème dans l'industrie, c'est qu'on pense qu'on doit toujours choisir. Maintenant, c'est juste se dire, OK, quel est le focus du moment? Est-ce qu'on pense que ça a plus de sens de travailler sur améliorer sa vitesse parce qu'il peut gagner, euh, je sais pas, quelques mètres par seconde, tu vois, ou ça a plus de sens de travailler sur son côté technique ou ses lacunes, je sais pas, hein, quelles sont ses lacunes, parce que justement de toute façon la marge de progrès sur sa vitesse, elle est trop petite par rapport au retour sur investissement qu'on risquerait d'avoir, tu vois. Et c'est là en fait où tu pèses le pour et le contre un peu et tu te rends compte, ok, c'est comme ça que je dois designer la programmation pour tel et tel athlète. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. non, ouais, je comprends. Et du coup, tu ne penses pas que les footballeurs, justement, avec tout ce qui est Cristiano Ronaldo, tous ces joueurs qui maintenant, tu vois, affichent des physiques super athlétiques, justement, on est aussi passé dans l'extrême opposé de on va pas faire beaucoup de renforcement physique. Justement, on fait trop. Et trop est souvent mal d'ailleurs. Et Mhm. souvent, ça commence à un âge assez jeune. Et Mhm. moi j'ai fait ces mêmes conneries. Hein. Moi, pendant plusieurs années, à partir de 15 ans, je faisais je sais pas combien d'abdos dans ma chambre, de pompes, qui ne sert Mhm. à rien, qui m'a flingué mes épaules, etc. Mhm. Enfin, pas flingué, mais donc les épaules étaient comme ça. Mhm. Et c'est aussi ça en fait que je voudrais partager, c'est casser en fait cette idée de no pain no gain, Mhm. où si t'en fais trop, plus t'en fais, mieux c'est. Mhm. Parce que je trouve que c'est des choses qui aujourd'hui on voit tout le temps encore. Et, euh, et moi, c'est vraiment pas ma philosophie aujourd'hui. J'ai compris en fait avec les blessures que j'ai eues que moins t'en fais, enfin pas moins t'en fais. Parce que les gens vont interpréter ça comme carrément pas en faire. Mhm. Mais vraiment mettre une place importante dans la récupération, etc. Et surtout comprendre ce qu'on fait. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, tu demandes à tous les footballeurs, etc., pourquoi ils font tel exercice. En fait, ils ne vont pas savoir. Et moi, c'est ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que beaucoup d'athlètes font des choses, mais sans vraiment comprendre ce qu'on disait un peu sur le téléphone, le processus de pensée, et pourquoi on fait ça. Et je sais pas, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Ouais, je pense qu'on peut vite être perdu dans cette mentalité justement no pain, no gain. Et comme je disais avec les combattants ont beaucoup cette mentalité. Moi, j'avais cette mentalité aussi. Et c'est ce qui m'a coûté aussi des Bien blessures, sûr. bien entendu. Donc, euh, c'est vraiment pas la bonne approche de toute façon. Il faut, c'est là où, encore une fois, il y a la science de l'entraînement. Et on pense que l'entraînement, en fait, c'est juste faire des trucs pour se fatiguer, etc. Et on comprend pas forcément
on n'arrive pas à analyser tous les aspects. Et ça, malheureusement, un athlète, il peut pas le savoir. Si on lui a jamais introduit cette idée-là, un athlète, il est très bon à l'exécution. Donc, Voilà, c'est exactement. Ils voilà, sont pas programmés à réfléchir en quelque sorte. non, C'est ils sont pas exactement ça. programmés à réfléchir. Voilà, c'est ça qui est cool avec un athlète, si tu veux, quand tu entraînes un athlète, c'est que tu lui dis, il fait. Le problème, c'est que n'importe quel coach, que ce soit un bon ou un mauvais coach, eh bien, l'athlète, il fait. Tu vois. Donc, tu lui dis, fonce droit contre le mur le plus rapidement possible. L'athlète, il va foncer droit contre le mur le plus rapidement possible. Tu vois. Et c'est un peu, et c'est un peu le problème. Donc, voilà, vouloir en faire trop, c'est pas optimal du tout. Et surtout pour un athlète. Pour un athlète, il faut savoir gérer le temps de stress qu'on met sur le corps et le temps de récupération. Et voilà, enfin, c'est, encore une fois, il y a tout un art derrière la programmation. C'est pas simplement faire les choses pour les faire, comme tu le dis. Donc, il faut trouver ce qui est, entre guillemets, optimal. Je dis entre guillemets parce que c'est très subjectif. Il y a des gens qui vont encore donner des valeurs objectives par rapport à ce qui est optimal, mais je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas de manière de mesurer exactement ce qui est optimal. Je pense qu'il faut aller avec un peu d'essais et d'erreurs. Et c'est un peu comme ça qu'on trouve ce qui est optimal. Donc voilà, ouais, vouloir en faire trop, c'est pas du tout la solution. Je me rappelle plus de la deuxième partie. T'as abordé quelque chose d'autre, mais ça m'est sorti de la tête maintenant. Non, mais c'est ça, je parlais de ça, que bon, les athlètes en font trop et que ça peut déboucher sur des blessures. Et là, comme tu disais, toi, tu as eu des blessures aussi ou comment t'as géré? Moi, j'ai énormément de blessures. Et un autre truc que je vais rebondir aussi dessus, parce que tu as dit justement, tu as pris en référence les athlètes. Souvent, les gens prennent en référence les athlètes en disant, regarde ce que l'athlète il fait, Ouais, je suis d'accord. donc je dois faire comme lui. Alors que pas du tout. L'athlète, il sait pas forcément ce qu'il est en train de faire. Comme je dis, l'athlète, il est très bon à exécuter. Et C'est pour ça qu'il y a beaucoup de challenges. C'est comme tous les challenges qu'on voit sur Instagram, hein. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est qu'en fait, on prend des références en se disant, ah, l'athlète, il le fait, donc euh, ça va confirmer mon opinion sur l'exercice ou etc., sur la méthode. Et voilà. Alors que, en fait, les gens qui n'ont jamais travaillé avec des athlètes ne savent pas ça. Mais comme j'ai dit, les athlètes sont très bons à exécuter, ils sont pas forcément bons à réfléchir. Et un truc que j'aime pas non plus, beaucoup d'entraîneurs font, c'est qu'ils prennent des athlètes comme référence pour confirmer leur théorie, tu vois. Et en fait, c'est un peu arbitraire, la sélection. Alors, si je trouve un athlète qui correspond à ce que je dis, eh bien, à ce moment-là, je vais l'utiliser. Ah, tu vois, cet athlète-là, il fait ça, et c'est bien. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, tu vois. Sinon, je dirais, regardez, Maradona, il prenait de la coke, c'était le meilleur joueur, prenez de la coke, vous allez devenir un bon joueur de foot. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne, tu vois. Donc, j'aime pas cette confirmation arbitraire que les gens utilisent, tu vois. Donc, Ouais, ça, c'est un gros problème, selon moi. moi, je suis d'accord. On prend les athlètes en exemple comme ça pour justifier les entraînements. C'est vrai que ça a toujours été fait. Et c'est vrai que moi aussi, aujourd'hui, je comprends pas, en fait. Et Et que puis, surtout, et ce que je sais pas, surtout, c'est que les gens se posent pas aussi la question qu'il y a tout l'aspect génétique, ce genre de trucs aussi qui joue, et que exact. on se pose pas la question de peut-être ce gars-là, s'il court. Je prends l'exemple de Usain Bolt, par exemple. Bon, bah, Usain Bolt, il court super vite. Est-ce que c'est son entraînement qui lui a vraiment permis d'aller aussi vite? Sûrement, ça a dû jouer. Et à 15 ans, il était déjà plus rapide que tous les autres. Ouais, c'est ça. Et donc, il faut se poser la question, est-ce que parce que Usain Bolt il fait tous ces entraînements-là, il met des charges comme pas possible, tout ça, est-ce qu'il faut faire la même chose? Moi, je pense que non, mais après, encore une fois, moi, j'ai du mal, tu sais, à parler de ça, par exemple, de tout ce qui est sprint et tout, parce que j'ai jamais fait de sprint. En Mhm. fait, si ça se trouve, en fait, si je faisais un entraînement vraiment de sprinter, où je suivrais un programme de sprinter, avec des charges lourdes, etc., peut-être en fait que je me rendais compte, ah, finalement, c'est vrai que ça joue vachement sur ma vitesse. Mais la façon dont je pense aujourd'hui, la façon dont j'observe les choses, je me dis toujours qu'il n'y a pas vraiment de lien sur beaucoup de choses que font les athlètes par rapport à leur performance. Mhm. Si tu vois ce Alors, que je veux dire. oui, je vois ce que tu veux dire. Et là, c'est là où peut-être on va avoir un avis divergent. Je te rejoins en fait de ce point de vue. Et moi, j'entraîne des athlètes et jamais je prendrais j'aurais cette arrogance de dire, oh, cet athlète, c'est un meilleur joueur de foot ou de basket parce qu'il s'entraîne avec moi, tu vois. Et c'est un peu c'est un peu ce que les gens font pour satisfaire leur ego, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Comme tu as dit, ces gens-là étaient déjà doués, déjà un apport génétique
qui est, qui est C'est meilleur quelque énorme. part que, voilà, qu'il est au-dessus des normes, tu vois. Donc, c'est ce que je dis, en fait. Les athlètes, des fois, ils sont bons, performants malgré eux. Tu vois, c'est pas ce qu'ils font qui les rend meilleurs, c'est, voilà, ils ont l'aspect génétique, mais ils ont aussi de l'entraînement, tu vois. Je pense que ils étaient, si tu veux, ils avaient déjà la carrosserie pour faire ce qu'ils sont en train de faire, mais tout l'aspect entraînement, eh bien, c'est ce qui les a permis, si tu veux, d'être meilleurs dans ce qu'ils font. Donc, ça va main dans la main, en fait. Il n'y a pas que un aspect. Tu prends que l'aspect génétique, tu vas être bon jusqu'à un certain degré, mais après, au bout d'un moment, eh bien, il faudra rajouter Ah, l'entraînement, je il suis faudra rajouter tout d'accord. ça, tu vois. Si je ne suis pas bien exprimé par rapport à ça, je suis d'accord. La Mhm. génétique fait pas tout. Mais à un moment donné, il faut aussi, quand je parlais avec un coach par rapport à ça, il faut avoir un minimum de chance à ta naissance pour devenir Oui, champion olympique de sprint. Ça, je veux dire. ça c'est sûr, ça c'est sûr, C'est une logique, enfin, c'est une base. Quoi. ça c'est sûr. Mais du coup, moi, ce que je voulais parler avec toi, parce que c'est quelque chose qui vient souvent avec toi, et moi, je pense aussi, c'est parler de tout ce qui est fondation, les bases, en fait. Mhm. En fait, on met de côté la plupart du temps. Mhm. On va faire, que ce soit des athlètes amateurs, dans les salles de sport, ou sportifs du dimanche, ou l'athlète en général. Mhm. Euh, on ne travaille pas assez, en fait, sur les bases qui va préparer l'athlète à vraiment pouvoir endurer toute une saison sans se blesser. Et moi, c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment. Je comprends pas pourquoi c'est autant aussi compliqué pour les gens, en fait, de se dire que le corps qu'on a aujourd'hui, l'environnement dans lequel on est, et tout ça fait que on est obligé un minimum de réapprendre à bouger, de, de se rééduquer. Donc, parce que la rééducation, on pense toujours que c'est après une blessure, mais moi, pour moi, quand je dis se rééduquer, c'est réapprendre à bouger, réapprendre à utiliser son corps. Et, euh, et donc, ouais, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible. Donc, par rapport aux bases, toi, je sais que tu es t'es vraiment à fond là-dessus. C'est vraiment d'abord les bases, parce que tout bien, tout fonctionne bien. Et ensuite, pouvoir commencer à mettre une charge et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Ouais, écoute, moi c'est mon plus grand discours dans cette industrie, tu vois, c'est que euh, on cherche à sauter les étapes parce qu'on cherche à faire le truc sexy d'abord, on cherche à faire de la performance, on cherche à se spécialiser trop tôt. Et ça c'est un grand problème. Donc c'est comme, pour moi, c'est comme tu le dis, c'est logique en fait. C'est du sens commun. Malheureusement, le sens commun, il est pas très commun de nos jours. Donc, c'est comme je sais pas, si tu vas construire une maison, eh bien, tu dois poser une fondation solide pour faire en sorte que ça s'écroule pas. Si tu vas chercher à poser les fenêtres avant que tu aies posé la fondation, eh bien, il y a un truc il y a un truc qui va déconner. Et c'est un peu ce qu'on fait avec, c'est un peu ce qu'on fait avec l'entraînement. Donc la fondation, selon moi, eh bien c'est euh, construire une fondation articulaire, d'accord, solide, une fondation articulaire. Maintenant, on peut être un peu plus spécifique par rapport aux demandes du sport. Qu'est-ce que tel athlète ou telle personne a besoin pour sa pratique, en plus de son quotidien de tous les jours, parce qu'il faut se rappeler que le sport, ça a été créé par l'être humain. Ça fait pas partie de notre évolution en tant que qu'Homo Ouais. sapiens. Puis il y a 100 ans, il n'y a même pas Voilà, exact. 100 Donc ans. voilà, exactement. Donc notre corps en soi, il va, enfin, il n'a pas été préparé pour ça. Mais notre corps a une capacité à s'adapter qui est phénoménale. Et si on sait placer le bon stress, eh bien, on peut faire en sorte à ce que notre corps s'adapte. Mais on ne peut pas partir du principe que notre corps a la capacité d'exprimer ces choses qui ont été créées par l'être humain du jour au lendemain. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord. Aujourd'hui, Et, dans l'environnement dans lequel on est, le fait d'être et comme ça, sédentaire, pour des gens, ou même pour les athlètes, au final, un athlète, il va faire son entraînement qui dure 1 heure et demie, 2 heures. Après, souvent, il reste devant son canapé, il n'a pas bougé, etc. Donc, au final, c'est vrai qu'on ne bouge pas, en fait, comme on devrait. non, exactement. Et puis, comme tu l'as dit, ces 100 dernières années, ça représente rien du tout sur l'échelle de l'être humain, de L'humanité. l'Homo sapiens. Donc, on peut pas se baser sur ces 100 dernières années en disant voilà ce qui s'est passé. Notre corps, il a la capacité d'exprimer ça. Ça marche tout simplement pas comme ça. Et c'est pour ça qu'on a plein de problèmes. C'est pour ça qu'on a des douleurs chroniques aux articulations et on a plein de maladies qui n'existaient sûrement pas avant. Donc, c'est un peu ça l'idée. Tu peux pas faire en sorte, tu peux pas Est-ce que tu penses que, excuse-moi, je te coupe, est-ce que tu penses que toutes ces maladies, justement,
C'est aussi parce qu'on ne vivait pas aussi longtemps qu'à l'époque, et du coup, en fait, on découvre des maladies avec aussi la technologie, etc., qui fait qu'en fait, ça se trouve, on les avait il y a 300 ans, ces maladies, tu vois, Mhm. mais qu'on les découvre maintenant parce qu'on a toute l'avancée médicale et que les gens vivent plus longtemps, etc. Mm. Toujours Bien là, sûr, bien sûr. Alors ça, c'est une théorie. Moi, j'aime pas trop m'aventurer là-dedans parce que c'est pas ton domaine, c'est vraiment, pas, ouais, c'est pas... voilà, c'est pas c'est pas mon domaine et c'est quelque chose qui est très flou, tu vois. Donc, même quand les historiens en parlent, c'est un truc qui m'intéresse, mais euh, Non, on c'est sait pas rien. grand-chose. C'est pour ça que j'aime pas trop m'aventurer là-dessus. Ceci étant dit, on sait comment la biologie de l'être vivant fonctionne et on peut se baser sur ça. Et là, on a des vraies mesures objectives, on sait comment ça fonctionne. Et là, on peut créer un scénario en notre faveur. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Après, les maladies, ça c'est très complexe. Encore une fois, il y a des spécialités à prendre en considération également. Mais tout ce qui est domaine articulaire, on connaît, il y a des règles de physiologie et de biologie qu'on peut pas discuter. C'est comme ça et puis c'est tout. C'est ce Et que du coup, vas-y, excuse-moi, je continue. non, dis-moi, c'est Parce que du coup, par rapport à ça, ce que tu disais, c'est qu'on ne peut pas assumer que notre corps ait la capacité de faire en fait, ce qu'il devrait être capable de faire. Mhm. Qu'est-ce que tu penses de tous ces, justement, ces kinés, ostéopathes qui ont un discours qui est, moi j'aime bien, qui prône justement le mouvement, qui disent Mhm. que le mouvement c'est ce qu'il faut, en gros c'est la meilleure façon de guérir, d'aller mieux, d'enlever l'inflammation articulaire, etc. Mhm. Mais qui du coup bah, font passer un peu les gens dans l'extrême. C'est-à-dire que la personne qui n'a jamais bougé, on va lui dire ouais, il faut bouger, et puis tu iras mieux, et au final, la personne elle va se remettre à bouger, mais déjà en fait, elle n'a pas la capacité de bouger comme elle devrait. Son cerveau, neurologiquement, il ne sait pas exactement comment bouger. Il y a toujours des peurs, des restrictions qui font que même si tu lui dis de bouger, quelqu'un qui a eu mal au dos, moi des blessures au genou, etc. J'ai eu, euh, j'ai eu, j'ai eu très mal au dos pendant très longtemps. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais un blocage neurologique. Dès que je devais ramasser quelque chose par terre, je devais réfléchir. Je devais Mhm. le faire. Et ça, en fait, même si on me dit, n'y pense pas, bouge, et ben en fait, c'est compliqué en fait. Et la plupart des kinés, etc., va justement vont essayer de dire que bouger, c'est ce qu'il faut, donc ne pas réfléchir, il n'y a pas de meilleure façon de bouger. Pareil pour la course, tant que tu y vas progressivement, 5 minutes au début, 10 minutes après, etc., tu n'auras pas de problème parce que ton corps est fait pour courir. Moi, je me dis toujours, il manque quelque chose. En fait, pour moi, il manque vraiment un travail avant tout ça que les kinés ou les ostéopathes ne font pas parce qu'ils assument, comme tu dis, que le corps peut faire ça parce on fait comme ça. Quoi. Ouais. Ouais, en fait, c'est marrant que tu dis ça parce que ouais, c'est un problème. Parce qu'avant, si tu remarques, on est passé de vous avez mal quelque part, ne bougez pas du tout, d'accord? Au C'est au repos, il repos. faut absolument pas bouger. Et c'est ce qui se dit encore aujourd'hui, malheureusement. Et je sais parce que je travaille avec beaucoup de gens qui ont ce genre de conseils. Maintenant, il y en a plein qui se sont rendus compte qu'en fait, c'est une connerie, d'accord? C'est une connerie de se dire, il faut pas bouger, il faut limiter ton mouvement complètement. Donc, du coup, on est allé dans l'autre opposé. On s'est dit, non, mais il faut bouger. Et c'est ça, en fait, le problème dans l'industrie de la santé, c'est qu'on a tout le temps, on cherche tout le temps à se placer dans des extrêmes. Donc, mais il manque de spécificité, il manque d'approche. Il n'y a pas une approche méthodique quand tu dis tout simplement à quelqu'un il faut bouger. Et c'est ça mon problème avec ce discours qui est très vague. C'est comme quand les gens viennent me voir, ils me disent j'ai mon physio, quand j'ai un physio ou kiné ou peu importe au téléphone qui me dit ah il faut voir ses hanches, il faut travailler sur ses hanches. Oui, mais la hanche c'est beaucoup de choses. C'est quelle fonction de la hanche, sur quelle zone, enfin tu vois tout est très vague en fait. Il n'y a pas de spécificité quand on dit euh, il faut bouger. Alors oui, il faut bouger, c'est sûr, parce que le mouvement, c'est ce qui va rendre tes articulations, va les permettre de rester en bonne santé, mais il faut avoir une approche méthodique si justement on a ce genre de situation dans lesquelles on a une blessure, tu as parlé de douleur au dos, c'est tout à fait normal. La science de la douleur, eh bien, c'est très 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 complexe et on cherche à la simplifier, mais ça, c'est un autre problème, encore une fois. On ne peut pas la simplifier simplement en donnant des solutions rapides. Il faut avoir une approche méthodique. Si on a mal au dos, comme tu l'as dit,
tu vas appréhender des mouvements. euh, ton système nerveux va baisser ta tolérance au stretch myotatique, donc ça va se contracter beaucoup plus vite, tu vas avoir accès à une plus petite amplitude de mouvement, donc tu dois réapprendre à bouger en quelque sorte, comme tu l'as dit, avec une approche méthodique et te dire, ok, je vais bouger de telle et telle façon jusqu'à ce que je puisse exprimer autre chose. En fait, c'est comme ça que je vois la chose. Donc oui, quand tu dis simplement bouger, encore une fois, c'est très vague et c'est pas assez précis selon moi. Et c'est ça le problème de ce discours-là. Et du coup, toi, quand entraînes des gens, des footballeurs ou des gens qui sont pas des athlètes, Mhm. c'est quoi ton approche en fait? Comment tu commences avec eux? Quelqu'un vient vers toi, comment tu commences un programme d'entraînement? Alors, on commence toujours par une évaluation. Que ça soit en fait que ça soit des athlètes ou pas des athlètes, on me pose souvent la question comment tu approches le truc. L'approche est la même parce que au final, moi, ce que je traite, c'est un être humain. Alors, je vais voir ça à travers la lentille de l'être humain. Ok, moi, je vais entraîner un être humain. Maintenant, c'est là où le contexte a son importance. Donc, je vais voir les choses selon certains contextes. Qu'est-ce que cette personne a besoin pour ce qu'elle a besoin d'exprimer. Quelqu'un qui travaille au supermarché n'a pas les mêmes demandes qu'un athlète de haut niveau. Et encore une fois, là, je suis très vague, mais qu'un tennisman ou qu'une tenniswoman ou un footballeur. Chacun place des demandes spécifiques sur son corps. Et à partir de là, je dois déterminer, OK, est-ce que cette personne a ce qui lui est nécessaire pour exprimer ce qu'elle exprime sur le terrain, sur le basketball court ou peu importe. Et c'est un peu ça, c'est un peu comme ça que j'approche le truc. Donc quand les gens viennent me voir, je traite l'être humain. Et on parlait de la fondation avant, c'est ça, fondation articulaire, fondation du système aérobique. Maintenant, nom change, mais voilà, c'est l'être humain avant tout. Et après, l'athlète rentre en jeu et après, les skills demandés rentrent en jeu. Mais c'est comme ça que j'approche le truc. C'est pour ça que ça me fait rire, petite parenthèse, quand les gens disent, ah non, mais je travaille avec un physio, ça n'a pas été, mais je dois aller voir un physio du sport. Et moi, ça me fait rire. Ouais, Je dis un physio du sport, je dis, pourquoi un physio du sport? Parce qu'il traite un sportif ou il traite un être humain? C'est ça, moi, c'est ce qui me fait rire, en fait. C'est ces noms qu'on met à côté de certains métiers, de certains titres qu'on rajoute qui pour moi veulent absolument rien dire. Donc quand tu me dis je suis un physio du sport ou tu crées une hiérarchie en disant que le physio du sport est meilleur que le physio de base, c'est que tu n'as absolument rien compris. Mais, euh, mais D'ailleurs, bref. moi, c'est exactement ça, parce que moi, j'ai fait 1 an et demi d'études de kiné du sport, justement, sport rehabilitation. Et en fait, c'est ça, en fait. En fait, on commence directement à catégoriser par sport, en fait, avant de regarder la personne en dire, comme une personne L'être humaine. humain, l'homo sapiens, c'est ça. Est-ce que la personne, elle marche correctement? Enfin, tous ces trucs, toutes ces bases, en fait. Est-ce qu'elle court correctement? Et après, ensuite, vraiment faire de la spécificité. Exactement. C'était tout de suite. Moi, je me rappelle les cours qu'on avait. Je fais une petite parenthèse par rapport à ça, mais on avait beaucoup de cours justement sur tout ce qui était les exercices, etc. Mais encore une fois, on ne venait pas du tout sur les bases. En fait. On apprenait juste des exercices parce que cet exercice-là, si tu fais un shoot de presse, tu vas travailler ton épaule, etc. Mais en fait, on explique. Ça n'allait pas plus profond que ça. Et c'est pour ça que moi, en fait, à l'université, je l'ai très mal vécu parce que j'avais déjà en fait cette idée de voir le corps humain comme ça avant de faire du spécifique. Alors que c'est vrai qu'on nous apprend très rapidement à l'université à faire sport par sport, à se dire que notre épaule a la capacité de pouvoir soulever une charge, alors que ça se trouve, il y a des gens, ils vont, comment, peu de choix, ça ne va pas fonctionner, ou alors on ne va pas rotationner, enfin tous ces trucs-là. Et ouais, c'est un truc que moi, ça m'avait un peu. Ça a été très dur pour moi à l'université pour ça. Je sais pas si toi, t'avais été à Bien sûr, l'université, etc. moi c'est exactement la même chose. Moi, j'ai fait une école en manual therapy et en thérapie manuelle et c'était la même chose. Même mes écoles de coaching, etc.
Enfin, moi, pour moi, c'était frustrant. Ça On voulait rien t'apprend pas dire. trop à penser. Je sais pas si tu es d'accord avec T'apprends pas, moi. c'est ce que je dis, c'est mon plus grand discours également, c'est on n'apprend pas à penser. On te donne des protocoles à suivre. Et encore une fois, ce sont des protocoles très vagues et c'est basé sur des critères que j'arrive toujours pas à comprendre aujourd'hui. Et quand tu questionnes les gens, eh ben, tu leur dis, mais pourquoi on fait ça? Ah ben, parce que. Oui, mais parce que quoi? Oui, mais parce que. C'est un peu ça. Si tu résumes, en gros, c'est ça. C'est parce que. Donc, tu vois, moi, quand quelqu'un, tu m'as posé la question avant, comment tu commences? Eh bien, on fait une évaluation articulaire. C'est le premier truc. Parce que c'est ce qui va me permettre de dire, OK, sur quoi on doit travailler de manière précise. On va analyser les fonctions des articulations et on va se dire, OK, à partir de là, cette personne, elle a ci, ça, et ou elle n'a pas ci, ça. OK, ce qu'elle a, on doit le maintenir. Ce qu'elle n'a pas, on doit le développer en fonction du contexte, bien entendu, et de certains standards, certaines normes, j'ai envie de dire. Mais tout doit être contextualisé encore une fois. Mais le problème exactement avec ces écoles, c'est qu'en fait, tout ce qu'on nous apprend, c'est faux. Les Moi, je le protocoles, dis, en fait. tous les protocoles qu'on nous apprend, c'est faux. C'est faux parce que c'est partir du principe, comme tu l'as dit, que tout le monde a la capacité d'exprimer la même chose et partir du principe que toutes les douleurs ou tous les problèmes sont les mêmes. C'est-à-dire que tu as une douleur à l'épaule, tout le monde a la même douleur à l'épaule, mais ce sont des douleurs différentes. Okay. Et l'épaule, c'est vague. Quelle, quelle direction, tu vois? Ce qui manque aussi, c'est la direction dans le monde de la rééducation. C'est quelle direction qui te gêne? On n'est pas précis, il n'y a rien de précis. Et justement, on part de ce principe-là en pensant que tout le monde euh, a le même problème, tout le monde a les mêmes zones douloureuses, tout le monde a la capacité d'exprimer les mêmes choses. Mais ça fonctionne pas comme ça. Et c'est pour ça que tout est faux. Et moi, je rigole parce que j'ai fait ces évaluations sur 3 différents continents et je l'ai fait avec, je sais pas, 300, 400 personnes et j'entends tout le temps les mêmes protocoles. Quand les gens viennent me voir, je suis un peu tu sais, ceux qui viennent voir en dernier. Ils ont essayé tout le monde. Après, ils se disent, ah, peut-être que ce mec-là, ce qu'il dit, ça a du sens. Ils viennent essayer. Et quand il me raconte les protocoles, en gros, que moi j'ai appris également, donc c'est pour ça que ça me fait rire, il me dit, ouais, j'ai fait ça, ça, je demande, vous avez fait quoi avec votre physio, avec votre ci, ça, et je finis les phrases pour eux. Il me dit, ah, mais comment tu sais? Parce que je sais, parce qu'ils font tous la même chose. Et Ah, et exactement. c'est ça C'est le ça. problème. C'est un grand problème. Mais c'est Et un peu. moi, Excuse-moi, dis. non, je disais juste que pour moi, c'est un problème et des fois, j'ai l'air un peu arrogant quand je parle de tout ça. Et c'est vrai que je me dis, attends, c'est bizarre que je sois le seul à avoir compris ce truc et je le dis depuis 6 ans, 7 ans. Maintenant, ça commence à résonner dans la tête des gens. Mais moi, ce que je reproche, je cherche pas à être arrogant, c'est juste dire, OK, pourquoi vous n'êtes jamais posé la question en vous disant, ce que je suis en train de faire, ça fonctionne pas. Parce que si tu as donné des exercices à l'épaule à la même personne depuis 10 ans et qu'elle a toujours les mêmes problèmes, peut-être que ce que tu es en train de faire, ça fonctionne pas. En fait, les gens veulent pas questionner ce qu'ils sont en train de faire parce que ça remettrait tout en question, tout ce Ok, qu'ils ont fait jusqu'à question. maintenant et ils veulent pas admettre le fait qu'ils ont faux. Et si tu veux pas admettre le fait que ce que tu fais c'est faux et t'es pas prêt à changer ta façon de penser pour donner un meilleur service, eh bien change de métier. Le métier de la santé c'est pas ça parce qu'il y a de l'évolution dans ce qu'on trouve, dans ce qu'on Ouais, comprend. ça évolue tout le temps, en fait. Ça évolue Voilà, tout le temps. Donc, il exactement. faut. Exactement. Et si tu veux pas accepter que t'as faux, change de métier, tu vois. Parce que c'est pas ton petit ego de merde qui est important ici, c'est la santé du patient. En fait, c'est ça. Il y a exactement. Il y a énormément d'égo, en fait, maintenant. Et moi, à l'université, je l'ai vraiment vu parce que j'avais beaucoup de profs où c'était ça. Alors, tu parlais d'arrogance, que des fois, tu as peur d'être arrogant. Moi, c'est vrai que quand je suis arrivé à l'université, je pouvais vraiment être un petit con parfois. Et c'est Mhm. vraiment un regret parce que j'ai grandi depuis. Tu vois, parfois, je me dis, ah, t'as vraiment été con des fois d'être comme ça. Et juste, t'aurais dû juste écouter, te taire, et puis c'est pas grave. Mais moi, ça me tenait vraiment à cœur, des fois, de rentrer dans un débat. Mhm. Mais les profs, souvent, le débat était fermé. Parce que c'était comme ça. Moi, un jour, d'ailleurs, je me suis vraiment engueulé avec un prof parce que je lui dis vraiment ce que je pensais par rapport à ça. Un jour, je lui ai posé une question par rapport à l'école. Et vraiment, je voulais vraiment rentrer un peu plus profond que ce qu'il expliquait par rapport à l'exercice. Mhm. Parce que pour moi, en fait, à ce moment-là, sa réponse ne convenait pas, en fait, forcément. C'est pas que sa réponse n'était pas bonne, c'est juste qu'en fait, j'arrivais pas à comprendre exactement ce qu'il voulait dire, et que moi, je cherchais un truc un peu plus profond que ce qu'il disait. Parce qu'à répondre, en fait, ce qu'il disait, c'était la réponse basique, tu vois. Mhm. Et moi, j'essayais de penser avec lui.
ce prof-là, ça, je lui ai dit à un moment donné, écoutez, moi, si c'est pour avoir cette réponse, je peux rester chez moi, j'ai YouTube. Parce qu'au final, il y a beaucoup de choses en fait que c'est en cours. Aujourd'hui, tu peux l'apprendre sur YouTube, sur Internet. Et moi, c'est le truc c'est pour ça que ça me dérangeait parfois de parler avec mon prof, parce que moi, j'avais besoin de parler avec eux, j'avais besoin de penser, tu vois. J'avais besoin en fait qu'un prof se dise, putain, peut-être que ce que tu as dit, c'est pas forcément con, mais je vais lui prouver gentiment qu'en fait, ce que je pense est aussi pas aussi bon, tu vois. Et vu que le débat était fermé, ça ne donnait pas du tout envie de parler avec eux. Et moi, je me rappelle, j'ai été on devait faire un stage en clinique, tu vois. Et d'ailleurs, un stage en clinique, c'est marrant parce que les professeurs, ils ne voulaient pas du tout déjà dans une autre clinique, dans un autre centre d'éducation, parce qu'ils ne voulaient pas que je mette ma réputation de l'école en jeu, à poser des questions. Ils ne voulaient pas que je conteste, en fait. C'est pour ça que alors là, je me dis, ça se trouve, j'étais vraiment arrogant et con. En fait, moi, je voulais vraiment juste. En fait, l'université, je ne voyais pas ça comme un. Au fond de moi, je m'en fichais un peu du diplôme, parce que je voulais, c'était apprendre. Je voulais parler avec des gens, ce qui m'intéressait, c'était apprendre. Et je me disais toujours, même si t'es prof, c'est bien que tu sois prof, mais en fait, j'ai appris de plein d'autres gens, ils ne sont pas profs, et je ne suis pas d'accord avec toi, et c'est pas parce que tu es prof que je dois être forcément d'accord avec toi. Tu vois, est-ce que c'est exactement ce que tu disais par rapport à des gens qui vont faire la même chose, et finalement ça ne marche pas, par rapport à faire toujours les mêmes protocoles. Et moi, j'ai eu un gros problème comme ça avec un prof, parce qu'il était tellement égocentrique. Pour lui, ce qu'il disait, c'était, sa réponse c'était, écoute, moi j'ai entraîné tel athlète. Mais ouais, exactement ce qu'on disait avant, en fait. Moi, dans ma tête, je me disais, mais je m'en fiche, en fait, parce que ce que tu me dis là, je vois pas vraiment le sens. Et ouais, et puis ça, en fait, ça m'énerve, en fait. Ça m'a vraiment énervé, cette truc-là. Parce que je suis prof, en fait, ce que tu penses, c'est pas bon. Moi, je te dis, c'est comme ça. Un jour, ce prof-là, je lui ai demandé gentiment, est-ce que tu peux m'envoyer des papiers, des recherches qui prouvent que le corps n'est pas connecté ensemble sur le truc, parce que je lui posais des questions par rapport à ce que tout est connecté, etc. Et sa réponse c'était, écoute, je ne vais pas t'envoyer ça, ça va toi de rechercher, mais sache qu'on est une institution qui dure depuis 15 ans, et que, en bref, je connais ce speech par cœur. Depuis 15 ans, c'est pas parce que ça fait 15 ans que tu enseignes la même chose que dans 15 ans, les choses n'ont pas changé. En fait, ça devrait dire l'inverse, en fait. Bah oui, ça devrait dire, en fait, pour moi, c'est un argument qui a pas de sens. En fait, ça va pas en ta faveur. Si tu me dis, en fait, ça fait 15 ans qu'on fait la même chose, ben, t'as rien compris, mon gars. En fait, c'est les profs ou les cliniques qui sont qui sont pas du tout ouverts et qui sont très dans cette pensée de si c'est pas peer review research, je regarde même pas, tu vois. En fait, ils se posent pas vraiment de questions. Et moi, c'est ça que j'aime pas, en fait, c'est de pas se poser, c'est pas questionner. Parce qu'il faut pas non plus tout questionner. Parfois, il faut aussi se poser des questions. Et ce prof-là, par exemple, un jour, il me dit, sûrement quand je parle de protocole, voilà, si un joueur, par exemple, se fait un ligament croisé, par un puce, bon, bah, qu'est-ce que vous devriez faire? Vous prenez des bandes et vous faites sur l'extérieur, tu vois. Et en fait, moi, quand j'entends ça, je me dis, attends, en fait, ça me prendrait trop de temps. Des fois, c'est encore une fois, t'as l'impression que c'est arrogant, mais tu te dis que ça me prendrait trop de temps à essayer d'expliquer ce que je veux dire. Et que si ton genou part en ACL, c'est pas forcément que tes rotateurs externes de la hanche sont faibles. Il y a plein d'autres raisons, et que c'est pas juste en faisant mini-band sur le côté comme ça, tu vas guérir ça, quoi. Ouais. Mais parce que c'est peer review research, qu'il y a une étude, ça aussi, qui a été faite, qui a montré que le rotateur externe de la hanche diminue le valgus, que le valgus est responsable du ligament croisé, donc on va entraîner le rotateur externe de la hanche. C'est un peu ça la reconstitution faite. Et je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, mais du coup, là, ça m'a agacé sur le truc. Non, bah oui, bah je comprends tout à fait. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, hein. Moi, j'ai ça avec plein de coachs ou quand j'entraînais avec la team nationale de basket, et comme je te l'avais dit, ou d'autres qui viennent me voir, des gars qui sont des PhD et tout ça, parce que j'entraîne certains athlètes, ils sont curieux de voir comment je travaille. Et ils mettent en avant leur PhD, ils me parlent de ça alors que moi j'en ai rien à foutre. Moi je me présente, je dis je suis coach, je te dis pas tous les diplômes que j'ai, je m'en fous. Et les résultats parlent par eux-mêmes, tu vois.
Et en gros, leur argument, c'est ça a toujours été fait comme ça. Mais quand elle me dit ça, je dis oui, mais c'est pas parce que ça a toujours été fait comme ça que c'est la bonne façon de le faire. Et là, ils sont choqués, tu vois. Et, attends, comment ça? C'est-à-dire, tu questionnerais le tout et je dis pourquoi pas. C'est pas parce que tu as toujours fait une certaine chose d'une façon que c'est la bonne façon de le faire. Et surtout dans le milieu de la santé, eh bien, ça a évolué. Si on utilise les mêmes techniques qui étaient utilisées au Moyen-Âge, attends, qu'est-ce que tu diras quoi? Pendant 100 ans, ça a été utilisé comme ça, c'est la bonne façon, regarde. Je suis sûr que ça a marché avec certaines personnes, mais ça veut rien dire. Encore une fois, la recherche, la, la recherche, il faut savoir l'interpréter. C'est pas quelque chose qui est gravé dans la roche. C'est, il faut ça, on doit avoir une place à l'interprétation dans la recherche. Parce que la recherche, au final, c'est quoi? La recherche, c'est une hypothèse qu'on va tester. Mais quand on teste cette hypothèse, il y a plein de variables externes qu'il faut prendre en considération également. Et il faut avoir cet esprit critique également pour analyser ces facteurs externes. Est-ce que ces facteurs externes vont influencer le outcome? Et à partir de là, on sait prendre les décisions et se placer par rapport aux recherches. Parce que de nos jours, tu vas trouver une recherche pour confirmer ton point de vue. Peu importe quel est ton point de vue. C'est un peu ça l'idée. C'est ça, si tu veux vraiment prouver ce que tu dis, tu vas la trouver. Tu vas la trouver. Si tu cherches, tu trouves. C'est facile aujourd'hui. C'est super facile. Donc, juste dire, oh, la recherche, et même, comme je dis, c'est les gens ont une mauvaise interprétation de ce qu'est la recherche, tu vois. Donc, si tu vas chercher ni Valgus et CAT, les gens, ils vont trouver, tu vois, des trucs, ils vont dire, à chaque fois que le Nivalgus, qu'il y a un Nivalgus, eh bien, il y a une, je sais pas comment on dit, un ligament, il y a les ligaments croisés. C'est facile à trouver ça, mais qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ça nous dit que, après l'interprétation de la recherche, c'est dire, ah, on doit renforcer le mouvement opposé pour pas que ça arrive, tu vois. Alors que tu pourrais te placer différemment. Moi, ma position, ce serait de se dire, OK, on veut être plus fort dans cette position de Nivalgus parce que une blessure, eh bien, ça arrive quand la capacité des tissus à absorber la charge est plus basse que la charge, en gros. Donc, pourquoi pas augmenter cette capacité le jour où ça arrive, eh bien, on est plus préparé. Et c'est un peu ça l'idée. Et le problème, c'est qu'on a créé des, des movement patterns et des façons de bouger. Ok, on a créé des façons de bouger qui sont basées sur rien du tout. Ok, et sur aucun critère. On a dit voilà, ça c'est la meilleure façon de bouger, ça c'est la meilleure posture, voilà ce qu'il faut éviter comme mouvement. Mais encore une fois, c'est une mauvaise interprétation de comment le corps devrait bouger ou a la capacité de bouger. Je pense qu'on ne devrait pas avoir cette arrogance de, euh, de dire exactement comment le corps devrait bouger. Nous, le seul truc qu'on peut faire, c'est donner au corps tous les outils dont il a besoin. Et le corps, ensuite, le système nerveux, va trouver la meilleure façon de bouger avec les outils qu'il a. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ah, je suis d'accord. Et moi, j'ai vraiment adopté cette philosophie. Là, c'est honnêtement depuis peut-être un an, en fait. Avant, j'étais vraiment à l'opposé. Mais avant ça, je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais par rapport à. On parlait des profs, des kinés, etc. Est-ce que tu penses, toi, que c'est le fait de ne pas le faire toi-même? Toi, t'es coach, et ce que tu enseignes, tu le fais. Il y a quand même un ce que tu enseignes à tes athlètes, tu peux leur démontrer toi-même, tu vois. Et moi, c'est quelque chose qui a été super important pour moi. C'est pour ça que quand j'étais blessé et que je ne trouvais pas la solution pour mon genou pour mon corps entier, j'étais en stress énorme parce que j'avais envie de faire ça, j'avais envie de partager tout ce que je sais, mais j'avais pas moi-même les résultats derrière pour qui allait m'écouter, quoi. J'avais pas la crédibilité. Et pour moi, c'est super important de d'abord me fixer, même si j'aime pas me fixer parce qu'on n'est pas des voitures, on n'est pas des coachs, c'est pas des mécanos, tu vois, j'aime pas tout ce mot. C'est un mot d'ailleurs que je pense qu'on va complètement disparaître. Exactement, je suis d'accord avec toi. Je sais plus ce que je veux dire. Mais ouais, non, donc j'essaie de le fixer parce que c'était pour moi important de montrer le résultat et de ne pas en fait juste utiliser le diplôme que j'aurai à l'université pour appuyer ce que je dis. Et à l'école, à l'université, justement, c'est quelque chose qui, moi, m'agaçait au plus profond.
c'était que sur l'e-prof, et encore une fois, il n'y a rien de personnel, hein. C'est vraiment, et c'est vrai que sur l'e-prof que j'avais, on avait peut-être 4 qui étaient vraiment très très gros surpoids. T'en avais vraiment qui étaient obèses, t'en avais un, c'était un mec spécialiste de la biomécanique, et tu sentais qu'il s'était jamais entraîné, donc il avait simplement été dans le laboratoire. T'en avais un qui était un coach qui avait vraiment une approche no pain no gain, un peu crossfit, etc. Moi, j'ai rien, c'est pas rapport au crossfit, mais c'est juste en fait, c'est un prof qui est enseigné par rapport aux blessures, mais lui, en fait, quand tu vois son corps, et, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que tu vas m'apprendre par rapport aux blessures? Parce que souvent, tu te plains que tu as mal au genou, souvent, tu te plains. Un jour, on était en classe, et puis, on parlait des étirements, et puis, ce prof disait, moi, par exemple, dès que je cours 20 minutes, il faut que je m'étire les hanches après, parce que sinon, j'ai mal au dos. Je lui dis, mais attends, mais est-ce que tu trouves que c'est normal de devoir t'étirer, c'est pas l'étirement, c'est l'étirement, et de devoir t'étirer parce que tu as couru 20 minutes. Et courir, c'est quand même une des fonctions les plus primaires, voire la fonction la plus primaire de l'être humain. Et tu dois t'étirer, sinon tu as mal au dos. Comment après tu veux que moi j'ai envie de t'écouter en fait. Et donc pour moi, c'est quelque chose qui est excuse-moi, je suis nul, mais pour moi, c'est quelque chose qui est super important. Et c'est pour ça que pour moi, les coachs, ça devrait être justement comme toi dans mon style. C'est-à-dire que tu fais et ensuite tu enseignes. C'est pas tu lis, oh ça a marché, donc je vais faire ça. Non, teste sur toi. Et moi, le nombre de trucs, et c'est pour ça, encore une fois, que j'adore me tromper. Les gens ne me croient pas quand je dis ça, mais j'adore me tromper. Souvent, je suis en contestation. Et j'adore me tromper parce que il y a 5 ans, ce que je savais il y a 5 ans et ce que je pouvais affirmer il y a 5 ans comparé à maintenant, c'est énorme quand j'ai changé. C'est-à-dire qu'il y a même 1 an ou 2 ans, par exemple, le Jefferson Curl, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand tu prends la barre et que tu t'avances ton dos en flexion pour remonter en extension. Moi, il y a 2 ans, jamais j'aurais pensé en fait que cet exo aurait été quelque chose de bon, parce que j'étais vraiment éduqué à penser que la colonne fallait pas qu'elle bouge, que ça allait blesser, et puis en plus de ça, vu que moi-même j'avais mal au dos, en fait, dès que je voyais quelqu'un faire ce mouvement, j'avais mal en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça où, parce qu'en fait, eux-mêmes n'arrivent pas à le faire, parce qu'eux-mêmes, en fait, leur corps n'a pas la capacité de faire ça, ils se disent, ah merde, cet exo, il n'est pas bon parce que tu vas te faire mal. En fait, c'est pas cet exo forcément qui n'est pas bon, c'est toi, ton corps, tu n'as pas eu l'expérience de comprendre par toi-même que cet exo peut t'apporter des bénéfices. Et moi, pour finir, juste fait, j'avais justement un de mes meilleurs amis, qui est instructeur professionnel, tu vois, on parlait parce que du coup, en sprint, à l'INSEP, c'était vachement, il me racontait son entraînement, il était vachement, il charge super haut, etc. Et moi, en fait, quand je regardais ça, je me disais toujours, mais attends, tu vas te faire super mal, etc. C'est super lourd, mais en fait, moi, j'étais pas dans son corps, lui. Et j'avais toutes mes blessures, donc en fait, mon cerveau il pensait que c'était pas bon parce que j'interprétais par rapport à moi. Mais ce gars-là, mon pote, par exemple, lui, il ne pouvait pas comprendre en fait ce que je pouvais dire parce que lui, son corps était tellement fit et tellement performant, tellement fort qu'il se disait, mais attends, en tout cas, moi, je me sens encore plus fort justement en faisant ça. Et donc, ouais, donc c'est pour ça que la crédibilité et vraiment faire, si on est coach ou kiné, c'est le faire par soi-même, pour moi, c'est primordial. Le nombre de kinés, d'ostéopathes qui ne font rien, corporellement et physiquement, moi, ça m'énerve. Parce que tu ne peux pas vraiment comprendre. Il y a la théorie qui est très importante, mais il y a la pratique qui est pour moi encore plus importante. Et c'est super de comprendre la théorie, etc. Mais si de toi-même, avec ton corps, tu ne comprends pas ce que tu fais faire à quelqu'un, comment tu le comprends? Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Non, mais moi, c'est ce que je dis tout le temps. Je dis, tout le monde sait comment conduire une voiture en théorie. Tout le monde sait où est l'accélérateur et l'embrayage et le frein à main et la boîte de vitesse. Mais quand il faut conduire, eh bien, tout d'un coup, plus personne ne sait comment ça fonctionne. Donc, c'est toujours, c'est mon discours également. Moi, de toute façon, je t'écoute pas. Moi, si tu don't walk the talk, je vais même pas parler avec toi. Ça me sert à rien. Parce que, tu vois, j'ai pas besoin de recherche scientifique. La pensée précède la recherche. Donc, moi, je me fais mes propres recherches scientifiques dans le sens où je vais tester une théorie après l'avoir étudiée et je suis le cobaye numéro un. Donc je teste,
je re-questionne, je questionne tout ce que je fais, je questionne même quand j'arrive à mes résultats. Et voilà. Et j'ai fait mes propres recherches avec mes clients. J'ai fait énormément d'erreurs. J'ai fait des tests, Il faut testant sur vraiment des faire clients. des erreurs. Il faut. Et Et t'es c'est comme patient. ça que tu apprends et c'est comme ça que tu t'améliores. Parce qu'il faut te questionner. Mais c'est vrai que si toi, tu viens prêcher un truc que toi, t'appliques pas, et tu sais que ça donne des résultats, mais je vais même pas t'écouter. C'est ce que je dis. Si, si quelqu'un connaît euh, les atouts pour être un millionnaire, il va t'apprendre à comment faire de l'argent, parce que c'est ce qu'on voit aussi sur Internet, hein, beaucoup. Hein. On t'apprend à faire de l'argent, mais ils n'ont jamais fait d'argent. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Ou comment gagner des followers, mais t'as pas de followers. Je dis, mais attends, il faut m'apprendre. Tu vois, faut que je comprenne un peu. Pour moi, c'est ce que je dis. Pour moi, c'est du sens commun. C'est du sens commun. Ah, T'as jamais testé, ta c'est base de comme, données, elle est limitée. Ouais, je veux même pas. Moi, je parle même pas avec ces gens de toute façon. c'est comme les médecins, les nutritionnistes qui sont en surpoids, genre de truc. Ah, moi, je parle même pas avec toi. Ça n'a pas de sens. Ah, je parle pas avec toi. Et je le dis hein, tout de suite. Moi, j'en ai rien à foutre. Mais parce que tu sais, il y a des contre-arguments par rapport à ça, où on va dire, ouais, il y a des gens qui vont dire justement le contraire, est-ce qu'il faut forcément le faire pour être un bon coach, etc. Est-ce qu'il faut forcément, et moi je prends souvent cet exemple par rapport, parce que je pense ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il faut forcément avoir été joueur de foot pour être un bon coach? Non. Et là, je suis d'accord, non. Ah, ça dépend Mais quoi. Un coach de skill, un coach de foot ou un préparateur. un coach de genre Zidane ou Mourinho, tu vois. Ah, pour moi, oui. Pour Bah, moi, il faut avoir joué au foot. c'est ce Alors, que je pense aussi. est-ce qu'il faut être le meilleur de l'histoire? Pas forcément, mais il faut que, oui, il faut que tu aies été un joueur de foot. Il ne faut pas rater le meilleur. Et Maradona, c'est la preuve. Hein. Je pense pas que c'est le meilleur coach du monde. Mais non. Mais en fait, ouais, les gens ils vont dire par exemple, regarde Arsène Wenger, il a joué que quelques matchs en pro. Regarde Mourinho, il n'a jamais joué en pro. Pourtant, c'est deux des meilleurs entraîneurs du monde. Mais en fait, quand tu regardes la globalité, et c'est pour ça que les gens font souvent aussi des raccourcis en prenant des exceptions. Quand tu regardes la globalité des entraîneurs qui sont pros, qui entraînent des gens pros, et que ce soit à partir de la division 2, Ligue 1, Première Ligue, Championship, la plupart, c'était quand même des joueurs de foot en fait. Et même s'ils n'ont pas été pros, ils ont joué à un certain niveau. C'est-à-dire qu'ils ont joué, ça soit en CFA, ou ils ont joué enfin, j'en sais rien, tu vois. Ah oui, Mais jamais tu verras un entraîneur qui qui n'a jamais joué au foot. mais non, ça n'existe pas. Ben oui, c'est comme tu dis, c'est du sens commun, encore une fois. C'est du sens commun. Ouais, c'est Après, exactement. que tu aies été un bon athlète, ça fait pas de toi un bon coach. Mais il faut que tu aies été quelque part un athlète. Il faut que tu aies été dans le. Moi, je compare ça au sport de combat parce que c'est ce que je vois souvent. Si tu n'as jamais été dans le ring, tu sais pas. Tu peux pas Ouais, enseigner. exactement. Tu peux pas enseigner le sport de combat. Et puis pareil pour le foot, pareil pour tous les autres sports. Si tu n'as jamais joué avec le ballon, tu peux pas. Moi, je pourrais jamais être un coach de foot, tu vois. Même si demain je décide et j'apprends toutes les techniques, j'ai jamais conduit la voiture. C'est comme je dis, je peux apprendre la théorie, mais si j'ai jamais conduit la voiture, il va me manquer un des aspects fondamentaux là-dedans. Donc ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Donc n'écoutez plus les nutritionnistes qui savent pas, qui n'ont pas l'aspect pour. Après les gens, c'est dommage parce que là on parle les gens vont dire on catégorise par rapport à de l'esthétique, mais malheureusement, c'est un symbole de santé. Alors, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais si tu es en surpoids ou tu es obèse, C'est eh ben, vrai, t'es pas en ouais, bonne santé. c'est vrai. Voilà, c'est comme ça. C'est pas nous qui décidons, encore une fois. Il y a plein de trucs où les gens se placent avec une position un peu, tu vois, très subjective et pensent qu'on est dans le jugement. On n'est pas dans le jugement. Il y a des faits et il y a des jugements. Et les faits sont des faits. Okay. 2 plus 2 est égal 4. C'est tout. C'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui décide. Oh, ça fait 4. C'est comme ça. C'est tout. Okay. Donc, t'as pas joué au foot. Tu peux pas être un coach de skills au foot. C'est aussi simple que ça. Donc, period. Il y a pas d'argument là-dessus. Et d'ailleurs, par rapport à ce que tu disais justement sur le TC, c'est un truc que je voulais rebondir. Parce que les gens, souvent aujourd'hui, en fait, je sais pas, on va dire une statistique, mais peut-être 90% des gens s'entraînent pour être beau sur la plage. Ils ne s'entraînent pas pour être en bonne santé, ni pour être performant. À part c'est sportif, à part c'est pour perdre du poids. Mm-hmm. Souvent, ils ne savent pas comment faire, donc ils vont faire des trucs, ils vont se tuer encore et encore sans en parler. Ou alors, ils vont à la muscu, faire des trucs, ils vont sur Internet, etc.
Moi, ce que j'aimerais bien partager vraiment comme message, c'est que c'est changer vraiment cette pensée. Je me suis dit, attends, au lieu de faire du sport pour l'ego, je vais faire du sport pour être en bonne santé et performant. Et performant pas pour ton sport, en fait, et pour la vie en général. Pouvoir porter une table sans avoir de problème de tout, etc. Et en fait, automatiquement, comme tu disais, l'esthétisme suivra. Après, moi, j'ai rien contre chasser l'aspect physique, tu vois. Donc, Ah, moi, mais je moi trouve aussi, que. hein. Moi aussi, pour moi, Moi, c'est je ce que je suis. disais. Tout le monde cherche ça. Mais ce que je veux pas, c'est sacrifier la santé pour ça. Ça, c'est sûr. Mais Et la justement, plupart des gens le font. exactement, la plupart des gens le font et c'est un problème. Et c'est ce que les gens comprennent pas avec l'investissement, c'est qu'ils veulent faire les choses vite, comme tu dis, et c'est ce que l'industrie, elle essaie de promouvoir, et moi, je suis totalement contre ces programmes de 12 semaines, comme tu le dis, etc., ces transformations rapides qui, sur le court terme, fonctionnent, mais qui, sur le long terme, créent plus de dégâts. Donc oui, c'est encore une fois, c'est une question d'investissement. Est-ce que tu veux voir le truc comme un investissement à long terme qui va durer, qui va rester, ou est-ce que tu veux voir le truc comme un investissement à court terme et ça va créer plus de problèmes à la longue. Donc c'est cette mentalité-là qu'on veut changer. Maintenant, moi, c'est ce que je dis depuis des années. C'est pas sexy, malheureusement, hein, ça ne vend pas. Tu viens me voir, les gens qui m'engagent, moi, j'ai une plateforme de coaching en ligne aussi, et, euh, et ils viennent me voir, et moi, je dis, OK, ça va nous prendre peut-être un an et demi, et même il y a des gens, je leur dis, on va devoir prendre du poids avant d'en perdre. C'est pas sexy, il faut buy-in, tu vois, c'est pas facile. Alors maintenant, tu as le connard à côté qui dit ah, je te le fais faire en 6 semaines, 12 semaines, et ça va marcher. Ouais, ça va marcher, mais à quel prix? C'est ce que je dis. On ne montre jamais la photo après. Okay, quand tu as Euh, repris le double du poids parce que tu as fait un truc qui n'était pas soutenable et tu n'as pas fait les choses de manière méthodique. Encore une fois, tout est vague et c'est ce que je dis. C'est facile de perdre du poids, mais c'est pas facile de perdre du poids et de garder un beau physique. C'est pas facile de perdre du poids et d'être en bonne santé et de faire les choses de manière méthodique. Mais sinon, perdre du poids, c'est facile. Faire de l'exercice pour se fatiguer, c'est facile. Je demande à mon petit neveu là, de 1 an, il me fait courir à gauche à droite, il me fait sauter et je transpire et c'est dur. Ça ne veut pas dire que c'était de la performance. Donc ouais, c'est un peu. Mais en fait, Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. faut pas confondre faire de l'exercice et s'entraîner, quoi. C'est complètement Ça n'a différent. rien à voir, hein. La plupart Ouais, des gens, ils font de l'exercice. Ils s'entraînent pas, quoi. exact. Les gens, c'est ce que je dis tout le temps, hein. Il y a s'exercer et s'entraîner. Et si tu veux t'entraîner, c'est de faire les choses de manière structurée. Sinon, tu fais de l'exercice et tu fais des trucs pour faire des trucs. Et ça Mais c'est marche vrai que pas, c'est un truc, moi, malheureusement. j'ai toujours trouvé ça, pas amusant le mot, mais souvent, comme tu dis, ouais, en quelques semaines, on veut avoir tel physique, alors qu'on a mis peut-être des années à avoir le physique qu'on veut perdre. Ouais, Et dire, ça se passe pas comme ça, tu vois. ouais, Si ouais. moi, même au niveau de ma blessure, j'ai compris ça, c'est que pendant 5 ans, effectivement, j'étais un petit peu handicapé avec ma jambe. Mhm. Et je me disais toujours, putain, comment ça se fait que ça fait 4 mois que je m'entraîne, etc. Comment ça se fait? Mais en fait, si ça fait 5, 6 ans que je suis en compensation permanente, forcément, c'est pas en 4 mois que je vais retrouver un corps à Ah, 100%, tu vois. ah bah ouais. Non, mais j'ai des gens qui veulent me voir comme ça. Ils ont mal au dos depuis 20 ans. Ils pensent Et qu'en quelques ils séances. essaient un truc pendant 2 semaines. Et ils disent, ah, ouais, mais je vois pas trop de progrès. Bah ouais, ça fait 20 ans que tu as mal au dos et tu crois qu'en 2 semaines, ça va se régler. C'est ça le problème, c'est que les gens veulent pas. Ça prend du temps, c'est tout. Et c'est pas nous qui décidons combien de temps ça prend. L'adaptation des tissus prend du temps et il faut répéter les choses à travers une certaine durée. Et c'est ça qui va déterminer l'adaptation. Et c'est tout. Et si tu t'arrêtes entre temps, ben, l'adaptation ne se fait pas. Donc, il y a pas de secret. Il faut faire les choses, il faut les répéter, il faut être constant. Et voilà, et si tu as mal au dos depuis 20 ans, il ne faut pas t'attendre à un changement en 1 semaine. C'est clair. Il faut que les praticiens dans le monde de la santé arrêtent de promouvoir justement ces quick fix. Ça, c'est Ouais, un gros il n'y a problème. pas de crise, je suis d'accord. Il y a pas de quick fix. Mais d'ailleurs, même en éducation, c'est un peu ça, parce que en éducation, le joueur se blesse, souvent, si c'est un joueur pro, souvent il se fait opérer immédiatement, sans se poser poser la question de pourquoi il s'est blessé. Ou alors il se blesse, ou alors il se fait opérer, pardon, ou alors s'il ne s'est pas opéré, c'est le traitement pour qu'il joue, 2, 3 semaines, donc là ça va être injection, etc. Sans comprendre, encore une fois, ce qui fait qu'il a mal, parce que le traitement ça va être IRM, on va essayer de chercher à l'IRM, à la radio, qu'est-ce qui se passe, et souvent, il n'y a rien. Ou alors s'il y a quelque chose, ce n'est pas forcément la cause de la douleur, on le sait aujourd'hui. Et du coup, ce qui se passe, c'est que très rapidement, on tombe
un cercle vicieux où le joueur, en fait, il accumule des blessures parce que on a voulu faire cette chose trop rapidement, tu dis un coup de fixe. Alors qu'en fait, fallait prendre du temps pour comprendre pourquoi. C'est un peu ce qui s'est passé avec Neymar d'ailleurs, où il s'est blessé la cheville la première fois, il s'est fait opérer très rapidement, il est revenu, il s'est re-blessé après, on a encore voulu le faire revenir très vite. Et au final, maintenant, je pense qu'il a une cheville qui est très fragile, Neymar. Parce qu'on a voulu aller trop vite avec lui et pas comprendre pourquoi exactement il s'est blessé. Exact. Et c'est ces problèmes en réputation aussi qu'on y a souvent. Et je pense que Malheureusement. le milieu pro, c'est particulier parce que le joueur, d'un Neymar, tu payes chaque match où il ne joue pas, tu payes une fortune. Tu as envie sur le terrain. Malheureusement, encore une fois, il ne faut pas confondre la loi du corps humain et le business. Quoi. Pas... Ouais, ça, c'est un autre truc avec lequel j'ai des soucis ces derniers temps. Mais Ouais, bon. parce que justement, ce que j'avais posé, donc toi, tu as plusieurs footballeurs. Ouais. Tu me disais, tu as Kevin Bapou, Kevin Bobo, avec qui ouais, je vais faire la off-season là avec lui là. tu Mhm. as Djourou, qui est un ancien joueur d'Arsenal. Je pense que beaucoup de footballeurs le connaissent. C'était l'époque des Mhm. Invincibles, je crois, qui jouait en 2004. Ouais, c'est de la grosse époque d'Arsenal, ça. Grosse pour l'Arsenal. Et c'était qui Ouais, son concurrent? C'était Vieira, hein. ouais, enfin, je crois, ouais, mais c'était un gars que. Mais j'ai fait une interview avec Juro sur mon podcast, donc vous Ouais, pourrez aller ouais, l'écouter. on va aller voir. Euh, mais ouais, je crois que c'est quelqu'un qui, en tout cas, qui l'appréciait et qui voyait déjà comme un. Enfin, Mon grand frère. Juro, il était jeune, ouais, que c'était les gars que tu sais, you look up to, que tu vois et à qui tu as envie de ressembler. Mhm. Et ouais, tu as plusieurs footballeurs. Tu me disais, tu en avais un troisième dans cette équipe déjà? Ouais, cette off-season, j'ai travaillé avec Denis Zakaria également. Après, j'ai d'autres footballeurs avec qui je travaille qui sont en deuxième ligue ou qui sont pas qui n'ont pas la même exposition que ces gars-là, mais qui sont dans les mêmes ligues qu'eux. Donc ouais, avec plusieurs footballeurs. Ouais, je pense qu'en population athlétique, c'est avec les footballeurs que je travaille le plus en ce moment. Et surtout des joueurs suisses. Oui, principalement des joueurs suisses, ouais, principalement. D'accord. Et eux, Qui évoluent à l'étranger tous. ouais, ouais. Que Bapou, il joue en Allemagne, tu m'as dit. Voilà, Mbappé, voilà, et en Allemagne, Denis Zakaria en Allemagne également. Euh, Il y a Ulysse Garcia qui joue en Suisse, qui était en Allemagne avant, avec qui on va bosser là. Et après, j'en ai d'autres joueurs qui jouent en Italie. euh, et voilà, ça, enfin, j'en ai un peu partout. Après, il y en a avec qui je fais du coaching à distance uniquement et que du consulting. Donc, c'est un peu comme ça. Ouais. Et eux, quand ils viennent te voir, c'est pourquoi exactement? C'est parce qu'ils ont entendu parler de toi, ils ont vu que justement, tu travailles sur les détails, ils ont envie d'améliorer ça, c'est parce qu'ils ont des blessures, tu veux corriger. Ou, Je pense que moi, je suis assez connu pour tout ce qui est travail articulaire, vu que ouais. j'en parle souvent. Mais donc ouais, en général, ils viennent me voir pour ça, en me disant, Kev, je vois ce que tu fais. Moi, j'ai mal ci, ça, là et là et là, et je suis limité là et là et là. Et, euh, et au final, en fait, ça fait des années qu'ils traînent leurs limitations parce qu'on leur fait faire des trucs qui sont vraiment ont pas de sens, hein, bien entendu. Mais mais voilà, ils viennent me voir pour ça, et puis après, je leur explique un peu ma méthode de travail. Donc, ma méthode de travail, elle consiste pas. Les gens pensent que je fais que de la mobilité, en fait. C'est pas ce que je fais. Sans savoir ce que c'est la mobilité, en fait. Les gens, Ou en ayant une définition qui est, il faut, qui je est vais pas dire erroné. fausse, ouais, parce que ce serait prétentieux de ma part, mais de dire qui est très différente de la mienne. Donc, souvent, quand les gens parlent de mobilité, et je vois ce qu'ils font, on me dit, ah, regarde, j'ai fait la mobilité, ou des kinés qui parlent de mobilité, ou autre. Je suis là, ok, en fait, On voit qu'ils on parle pas font du tout de la même chose. Ouais. ils bougent comme ça. Voilà, on parle pas du tout de la même chose. Et du tout même, je mets ça en majuscule. Mais ouais, les joueurs de foot en général viennent me voir pour ça. Mais moi, je suis très axé dans l'entraînement de performance aussi. J'aime tout ça, hein. Et c'est un truc sur lequel je pense que les athlètes, principalement les footballeurs, je dirais, pour en bénéficier. Alors, moi, j'ai une méthode de travail, si tu veux, un modèle, un système d'entraînement, de pensée que j'ai créé qui me permet de travailler sur plusieurs qualités, tu vois, en un entraînement. Le truc, c'est de savoir comment être le plus précis possible. Moi, je vais travailler sur tes points faibles, ok? Parce que si je travaille que sur tes points forts, tu vas le faire de toute façon avec tous les autres. Mais là, c'est l'occasion avec moi de travailler sur les trucs où tu es le plus faible. Donc, on va être le plus précis possible dans notre programmation, tout en développant toutes les qualités dont tu as besoin pour ton sport.
Donc, la fondation, bien entendu, ce sont tes articulations. Euh, Ensuite, je fais pas de cardio avec ces gars. Des fois, j'en vois les gens faire des coachs, faire plein de cardio Ah, avec c'est ces quel athlètes. est l'intérêt? Parce que genre, ça n'a rien à voir. En fait, les gens ne comprennent pas que courir dans un match de foot ou en entraînement, ça n'a rien à voir avec le cardio que tu peux faire chez toi sur un vélo, etc. Ça n'a rien à Hmm. voir. Ouais, le truc, c'est que, alors, ça n'a rien à voir dans le sens où tu peux avoir une adaptation, tu vas avoir une adaptation cardiovasculaire. Pour moi, c'est important en Euh, rééducation, tu vois, pour retrouver la musculature, pour ouais, réhabituer ton corps aux impacts, tout ouais, ouais. ça. Et dès que ton corps il est performant, pour moi, mieux vaut se reposer en fait. Et Ouais. tu vas Pour moi, le truc, en fait, c'est ça. C'est que où les gens se perdent un peu là-dedans, c'est que pour moi, le meilleur cardio pour le foot, c'est jouer au foot. oui, Le c'est meilleur clair. cardio pour le hockey, c'est jouer au hockey. Le meilleur cardio pour le basket, c'est jouer au basket. Alors, je vais pas avoir beaucoup, si j'investis trop de temps dedans, sachant que le temps est limité, euh, je vais pas avoir assez de retour. Okay. Donc, je vais m'attarder sur les choses sur lesquelles t'as pas la capacité de travailler, tu vois. Et c'est intéressant parce que vu que je travaille beaucoup avec les basketteurs et les footballeurs, tu vois, c'est super intéressant parce que les deux ont des qualités qui sont très différentes, tu vois. Les basketteurs, ils ont cette capacité, par exemple, si on fait de la plio, ils ont cette capacité élastique, tu vois, à fond. Alors que les footballeurs, ils n'ont pas ça, tu vois. C'est un Et peu ce pourtant, que tu faisais bosser ça à Bakou sur ta dernière Mbapou, vidéo. ouais, justement, tu vois, par exemple, et moi, j'ai des tests où je regarde un peu tout ça, et ça, c'est un truc que j'ai développé aussi ces dernières années en travaillant avec ces deux types de populations. Mais je pense que, tu vois, si tu prends des qualités d'un basketteur, certaines qualités, tu les complètes sur un footballeur, pas au même niveau, hein, pas à la même, Voilà, bien to the sûr. same extent, et vice-versa, eh bien, je pense qu'il deviendrait meilleur, tu vois. Hein. Et c'est un peu ma philosophie du truc. Alors, par exemple, ouais, Bapou, on travaillait sur- on fait des exercices, je veux dire, c'est de la plio. Non, mais quand tu regardes les exercices, il y a toujours une intention derrière. Et ce qui fait la différence, c'est l'intention, c'est pas l'exercice en soi. On nous a conditionné à penser en exercice. Ah, alors tu fais juste l'exercice pour le faire, mais tu comprends pas qu'un exercice peut avoir différentes intentions, tu vois. Et c'est ça qui va créer l'adaptation qui va être différente selon une intention à l'autre et comment tu joues avec les variables. Et ouais, justement, avec Kevin, on faisait ça. Donc, on travaillait sur le contact avec le sol parce que c'est quelqu'un qui est très puissant. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui pourrait bénéficier plus de cet aspect-là. Et quand tu regardes la première C'est quoi, semaine, c'est quoi c'est arrière droit ou arrière gauche? droit, Arrière droit. Ok. droit, ouais. Et, et ouais, et du coup, tu remarques, tu compares la première semaine et la dernière, tu vois, tu vois qu'il y a cette compréhension-là. Et si tu as déjà fait des sprints et tu es parti d'un background où tu n'as jamais fait de sprint, et tu commences à comprendre un peu le contact avec le sol, l'accélération, les différentes variables qui rentrent en jeu, eh bien, tu ressens quelque chose et tu dis, ah, ok, maintenant je sais comment l'appliquer. Donc je sais que même en peu de semaines durant la off-season, si on arrive à comprendre, pardon, si on arrive à comprendre des choses, même si on n'a pas assez de temps pour créer une adaptation, je sais qu'il va y avoir un transfert. Parce que Ouais. tu vas avoir une meilleure compréhension de ton corps quelque part et tu vas être capable de mieux l'appliquer si tu répètes les choses assez de fois. Mais Tu communiques beaucoup avec tes athlètes, alors je t'expliques ouais, en fait, c'est souvent. ça. Ouais, C'est je parle sûr. beaucoup. Ouais, je parle beaucoup. Moi, je leur explique tout. Parce que Il moi, c'est faut, ça le hein. problème. Ouais, c'est ça le problème aujourd'hui, en fait. C'est que on dit au truc, vas-y, fais. Mais comme je te dis, ce qui compte, c'est pas le Bah, c'est fait de faire. pourquoi tu C'est fais pourquoi ça. tu fais. Les gens sont concentrés sur le what, alors il faudrait se concentrer sur le why. Et c'est ça que j'explique. Et je leur explique. Et des fois, je sens que je les perds un peu dans mon explication. Tu vois. Et c'est juste en répétant, il y en a qui sont un peu plus curieux que d'autres et qui commencent à comprendre, ils disent, ah ouais, ça a vraiment du sens, tu vois. Mais ça me prend du temps. Et je répète, et je pense que je suis un gars assez relou, tu vois. Je suis assez lourd, hein. Dans le sens où je répète, je dis, t'as compris, est-ce que ça a du sens pour toi? Parce que si ça n'a pas de sens, ce qu'on fait là, ça va pas marcher. Parce qu'il faut que ça ait du sens, que tu comprennes et que tu ressentes le truc. Et là, après, c'est là où on fait les vrais gains. Quand tu as compris l'intention, quand tu as compris ce qu'on cherchait à faire. Et voilà, je parle beaucoup, j'explique beaucoup et c'est quoi, je sens aussi la nécessité d'expliquer malheureusement, et c'est une frustration que j'ai, parce que ce que je dis, ça va beaucoup à l'encontre de ce qu'on leur dit. Donc, imagine, tu as entendu 20 préparateurs physiques dans ta vie te dire un truc. Et là, tu as Kevin qui arrive et qui te dit des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que ces mecs ont dit.
ou je leur dis, écoute, ce que toi, tu as fait avec eux, je leur dis pas comme ça, mais pour moi, ça n'a pas de C'est de sens. la Ouais, merde. pour moi, ça n'a pas de sens. Alors là, tu as deux choix. Ça, tu dis, tu sais quoi, je vais l'écouter. Ça, Toi, tu tu le laisses. braques. Voilà, soit tu te braques et tu dis, ah, mais tu sais quoi, ça a marché jusque-là. Ou voilà, ouais, c'était bien. Voilà, en fait, c'est un peu ça. Je me dis, ok, mais si tu comprends comment je pense, mon processus de pensée, eh bien à ce moment-là, peut-être que ça aura plus de sens pour toi. Et à ce moment-là, tu vas comprendre comment appliquer les choses. Parce que c'est ce que je dis. C'est du sens commun. La plupart des trucs, c'est du sens commun. Et on cherche dans le coaching, dans la santé, euh, les praticiens cherchent à rendre les trucs complexes, à simplifier les trucs très complexes et à rendre les trucs simples trop compliqués. Pour moi, c'est un grand, grand, grand problème, tu vois. Et donc, ils cherchent à rendre les trucs, à simplifier le truc le plus complexe du monde, qui est le système nerveux, ok, comme tu l'as dit, le cerveau. Et, euh, et on cherche à rendre trop compliqués les trucs qui sont assez simples, qui demandent un peu de sens commun, tu vois. Et après, on fait croire des trucs aux athlètes. Et, enfin bref, je ne vais pas m'aventurer là-dedans, sinon on part sur un autre podcast. Mais voilà, c'est comme ça que les joueurs viennent me voir. On travaille sur ce dont ils ont besoin et ce dont ils ont envie. Tu vois. Par exemple, Kevin, il m'a dit, Kev, je dois travailler sur ma plio, je dois travailler sur du single leg, etc. Parce que si, ça, je dis OK. Et c'est là où tu crées une programmation qui a du sens. Tu vois. OK, J'avais voilà ce vu, que je dois j'ai vu travailler. le téléphone, je l'avais rencontré, je pense pas qu'il se souvienne, hein, mais j'avais rencontré Kevin Bakou à Londres. Mhm, Il jouait à Newcastle et il était en éducation, donc j'ai passé dans le même centre de l'éducation que moi. mhm. Mais ouais, tu lui demanderas du coup ce qu'il en a pensé, mais au final, c'est un super centre de l'éducation, pas très réputé, mais au final, Ouais, quand je me rappelle ce qu'il avait fait là-bas, je me suis dit, c'était ouais, pas ouf, quoi. En mais fait, c'est ce que je dis. il avait fait la même chose, il avait fait la même chose que l'autre gars qui faisait, qui avait peut-être 50 ans, enfin, il n'y avait pas d'individualisation. Ouais, c'est mon C'était problème. En fait, on se laisse vite tu sais, éblouir avec toute la technologie et ouais, tous ces trucs-là, en fait. Et pour moi, c'est, encore une fois, c'est pas assez. si tu sais pas utiliser, si tu sais pas penser, Ouais. pourquoi tu utilises ce truc-là? C'est un peu comme, moi j'avais fait justement dans ce centre de rééducation, un test de mouvement. Tu sais, un test où tu as, des caméras de tous les côtés, et Ouais. on teste les mouvements entre sauter, etc. Et moi, ce que j'avais le problème avec ce test-là, pour moi aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est super ce test, ça te donne des indications, mais déjà, comme tu disais, par rapport au fait de bouger, etc., et qu'il n'y a pas de règles, ça te met dans un schéma que tout le monde doit bouger de toute façon. Exactement. Premièrement, C'est ça qui est faux. C'est pour ça que la technologie, ça veut rien dire en soi. ouais, Si tu sais pas contextualiser les choses. premièrement, et puis en plus de ça, c'est que vu que tu as la technologie, un peu comme avec les calculettes, c'est-à-dire que maintenant qu'on a les calculettes, on n'arrive plus à faire des simples additions dans notre tête, tu vois. Là, vu qu'on a ces technologies pour nous aider à analyser ce genre de trucs, on va plus nous-mêmes analyser avec nos propres yeux la façon dont la personne bouge. On va plus lui poser des questions, etc. On va juste se baser sur les résultats du test, quoi. Et au final, ça veut dire que tout le monde, tu expectes que tout le monde soit pareil, quoi. Et ça, Ouais, que tout le monde c'est bouge de la même façon. tout le monde bouge de la même façon. Et moi, c'était mon Et problème avant, c'est pour ça que je te dis que je suis content aujourd'hui d'avoir complètement changé de pensée par rapport à ça, parce que j'ai été éduqué comme ça. l'unité de mesure qui est utilisée aujourd'hui, elle est fausse. C'est mal, c'est mal pensé en fait. C'est en disant voilà, tout le monde doit ressembler à ce modèle-là, être positionné avec une certaine position parce que c'est la position la plus optimale. Mais c'est basé sur quoi? Encore une fois, c'est basé sur rien. Et souvent, quand c'est basé sur de la douleur. Alors, si je prends une posture, par exemple, tu vois, parce que la biomécanique, c'est basé sur des postures bien précises, sur des C'est un angles bien sujet que je voulais précis. aborder avec toi, justement, Ouais. posture, pour parler un peu. Vas-y, je te laisse Bah, expliquer. bah oui, mais en gros, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est basé sur un modèle qui est le même pour tous, mais, mais, mais non, ce que je voulais dire, c'est que les modèles qu'on choisit sont souvent basés sur la douleur. C'est-à-dire qu'on dit, ah, t'as mal dans cette posture, eh bien, on va t'aligner, on va te mettre dans une certaine posture et t'as plus mal. Et on va te demander de rester dans une posture. Et on se dit que c'est bien parce que tu n'as plus mal. C'est-à-dire qu'on va échanger le fait que tu n'as plus mal par des dysfonctions. Parce qu'on sait que si tu restes dans une même posture tout le long, tu vas créer des dysfonctions. D'accord Parce que ton corps a besoin de mouvement. C'est pas moi qui décide, ce sont des faits. Alors, tu vas dire, ah, ok, je préfère avoir des dysfonctions
d'accord? Plutôt que d'avoir mal dans la posture dans laquelle j'étais avant. Alors que ma philosophie du truc, c'est se dire, non, moi, je vais créer des options. Au lieu de créer des restrictions, pardon, je m'emballe quand on parle de ce sujet, je vais créer des options et je ne vais pas créer plus de restrictions. Éventuellement, je vais pouvoir être capable d'aller dans la posture dans laquelle j'étais auparavant sans avoir mal et sortir de cette posture et avoir de la variabilité dans mon mouvement. Mais en gros, c'est ça l'unité de mesure qui est utilisée aujourd'hui pour tirer des conclusions. Eh bien, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. C'est faux de se dire tiens-toi droit parce que là, tu n'as pas mal. C'est faux. Ou Est-ce mets que les tu pieds penses alignés parce que que, là, c'est mieux. est-ce que tu penses que justement les gens associent posture avec ce que tu viens de dire, avec voilà, j'ai une posture pour eux qui est pas mal. Tiens-toi droit, ça c'est posture. Est-ce que Mhm. tu penses justement que c'est aussi quelque chose qui est mal compris par les gens et que pour eux, justement, posture, ça veut dire couler en arrière, rétracter, ce qui est n'importe quoi, on fait jamais ça, et que du coup, en fait, on ne comprend pas vraiment le truc. C'est-à-dire que pour moi, posture, en effet, comme toi, c'est pas important. C'est juste en fait, il n'y a pas de bonne posture, mauvaise posture. Comme souvent, je dis, la meilleure posture, c'est la prochaine posture. Je ne sais pas c'est quoi la phrase. Mais ce qui est important, c'est la façon dont tu bouges. Et est-ce que tu penses quand même que quelqu'un qui, tu peux pas deviner tu peux pas deviner comment quelqu'un va bouger euh, en regardant sa posture un petit peu. Moi, il y a des gens, par exemple, si je vois par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui est vraiment comme ça tout le temps, je me dis qu'il aura peut-être du mal, avec son système nerveux, à comprendre comment aller là. Alors le but, c'est pas en fait, le but, c'est pas qu'il soit là, en fait. Mais en fait, la posture, voir la posture de ce gars-là, d'être bloqué comme ça, voir, si je te donne mon exemple avec moi, moi j'avais entraîné 2 ans en fait, en centre d'adaptation. Puis un jour, j'ai décidé de prendre des photos de moi pour voir ma posture, parce que j'étais intéressé par la posture. Et puis j'avais justement découvert vraiment que mon dos était vraiment tordu et mon bassin comme ça, tu vois. Et donc, en soi, est-ce que c'est le fait d'avoir le bassin comme ça qui crée la douleur? Bah, écoute, peut-être pas. En tout cas, j'avais la douleur. Mais est-ce que avoir vu cette posture-là, moi, m'a mis la puce à l'oreille pour qu'ensuite je puisse comprendre, ah putain, cette hanche, elle a quelque chose qui ne va pas, il faut la bouger, etc. En fait, ça m'a aidé à aussi comprendre que certaines parties du corps ne bougeaient pas. Donc, en fait, le but pour moi, quand je pense posture, je suis complètement d'accord avec toi, vraiment à 100%, tu vois. Mais je me dis toujours en même temps que ça peut aussi te donner des indications pour après chercher le mouvement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois où tu veux en venir. Mais moi, ce que je vois, pour moi, ce que je vois dans ce processus de pensée, c'est une analyse incomplète. Alors, D'accord. tu vois un dos, par exemple, qui est tordu, ou un bassin un peu tordu, je sais pas, et tu te dis, bon, je dois lui donner une autre position statique. Et cette position statique, elle est basée sur un modèle qui est là depuis un moment et qui dit que c'est le meilleur modèle. Maintenant, mon processus de pensée va être différent. Je vais dire, OK, si je regarde la posture et je me dis, on sait que la posture et la douleur n'ont aucune corrélation. Ça, c'est un fait. Les gens qui ont des mauvaises postures, entre guillemets, d'accord, euh, et qui n'ont pas de douleur. Il y a des gens qui ont des bonnes postures et qui ont des douleurs, au dos ou autre. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas dire, ah, la posture crée la douleur. C'est un fait. Je te coupe juste 2 secondes pour les gens qui derrière l'ordi diraient ah, moi, j'ai corrigé ma posture et aujourd'hui j'ai plus mal. Qu'est-ce que tu leur OK. réponds à ces gens-là, tu vois? Alors moi, je dis la chose suivante, c'est ce que je dis. Alors, tu es sorti d'une position dans laquelle tu étais souvent et c'est pas arrivé du jour au lendemain. Ok, donc, c'est-à-dire que si tu avais mal dans une position, bah, tu as dû forcer, tu as dû rajouter du mouvement pour sortir de la position avec le temps. Ok, Ouais. et moi, ce que je pense qui a aidé, eh bien, c'est plus le mouvement que le fait d'avoir changé de posture. Maintenant, quand je vois quelqu'un qui a une posture, euh, ça ne me dit rien sur la capacité articulaire de cette personne. Tout ce que je vais en tirer comme conclusion sont des conclusions subjectives. C'est basé sur rien du tout. Maintenant, il faut se dire la chose suivante. Ton corps va trouver la meilleure façon de bouger avec les outils qu'il a. La meilleure façon de se positionner dans l'espace avec les outils qu'il a. On est d'accord? Donc, peut-être que ton corps s'adapte à une position ou bouge d'une certaine façon parce qu'il a des outils qui lui permettent de faire que ça uniquement. Donc, si tu as des outils limités, ton corps va quand même aller du point A au point B. Mais il va s'adapter aux contraintes qui lui sont imposées. C'est pas moi qui décide, ça s'appelle de Dynamic Systems Theory. C'est pas moi qui décide. Les gens pensent que c'est moi qui, c'est pas moi qui décide. C'est J'ai comme l'impression que ça, tu as ok? peur, j'ai l'impression que tu as peur que les gens disent ah, Kevin, Ouais, il fait non, chier. mais justement, j'ai pas envie qu'ils disent non, mais c'est son point, c'est pas mon point de vue, c'est la physique.
That's it. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? Donc, ton corps va aller du point A au point B. Alors, comment on va dire, oh non, je vais pas me tenir debout parce qu'il y a un truc qui fait mal, ok? Ou je vais pas marcher parce que j'ai mal. Si demain tu te coupes, tu te fais mal au gros orteil et tu dois marcher, normalement, tu as besoin du gros orteil, ok? Ou de ta cheville, tu t'es foulé la cheville. Ton corps, il va pas te dire marche pas, il va pas rester sur place. Tu vas marcher, mais tu vas twister un peu ton corps et tu vas marcher tu vas boiter, n'est-ce pas? C'est comme ça que ton corps, il va aller du point A au point B en s'adaptant aux contraintes qu'il a. Donc, il va bouger avec les outils qu'il a. Maintenant, si tes outils sont dysfonctionnels quelque part, entre guillemets, je mets ça, eh bien, ton corps, il va s'adapter avec ce qu'il a. Maintenant, quand tu regardes la posture, eh bien, la posture, ça te dit absolument rien sur ta compétence à exprimer du mouvement. Parce que tu peux avoir une posture très droite et être très limité dans ton mouvement. Ok. et souvent Et d'ailleurs, parce que moi, je te coupe pour une fois, hein, c'est souvent mhm, que j'oublie. Et souvent, ouais, c'est aussi le souci des gens qui font trop attention à ça, c'est qu'après, tu deviens complètement rigide. Parce que bien sûr, tu veux vraiment garder la posture et tu as peur que cette position, c'est pas bonne et pas bonne. exact. Et Mais ça, c'est. tu développes une trop grande, comment dire en français, awareness. Hein, ouais, ouais, compréhension, je sais pas comment tu dis Je ça. sais pas comment dire, Hein. et donc, ouais, je suis d'accord avec toi aussi. Oui, et encore une fois, ça c'est notre loi de physique, c'est pas moi qui décide. À cause de l'entropie, tous les systèmes dynamiques vivants se dégradent constamment. Et toi, tu dois faire des choses pour que ça ne se dégrade pas. Ok. Alors, la seule chose que tu peux faire pour ton corps humain, pour tes articulations, pour tes tissus, eh bien, c'est de rajouter du mouvement. Ok. Okay. Et si tu ne vas pas dans les zones où tu ne vas pas, bah, ton corps s'en débarrasse. Ton corps dit, ah, tu ne vas pas dans cette zone, eh bien, je vais m'en débarrasser. Okay. Parce que tu ne l'utilises pas, je ne vois pas l'intérêt de garder ça. Okay. Tu penses à un plâtre, ceux qui ont déjà été dans un plâtre, si tu mets ta main dans ton bras dans un plâtre, tu enlèves ton plâtre, tu arrives à peine à bouger. D'accord. Pourquoi? Parce que tu n'as plus activé ces mécanorécepteurs qui te permettent d'aller dans l'espace. Et si tu n'arrives plus à bouger, c'est à cause de ça. Ton système nerveux n'a plus la capacité. Donc, tu dois réapprendre avec le mouvement, avec des inputs précis C'est de la pour proprioception, retrouver. quoi. C'est ça, en fait, exactement. Et tu dois savoir comment bouger dans l'espace. Et si je te dis maintenant, garde ta colonne vertébrale neutre et la bouge pas, en fait, c'est exactement la même chose que mettre ta colonne vertébrale dans un plâtre. C'est exactement la même chose. Il n'y a absolument rien qui change. Et c'est là où je ne comprends pas pourquoi les gens pensent que c'est la meilleure Ouais. façon de faire les choses. Et comme tu J'avais disais, écouté. arrondi. Ouais. Excuse-moi de finir avec Ah, cela. vas-y. Tu sais, quand tu dis arrondi, ben moi j'ai toujours été, parce que moi je suis un boxeur à la base, j'ai toujours eu le dos très arrondi. Ok. Et Ouais. pourtant, ça ne dit absolument rien sur l'extension de ma colonne vertébrale. Parce que, pour ceux qui savent, Oui, moi j'ai je fais des vu. ponts, je fais tout. Donc ça ne veut absolument rien dire. Encore une fois, le mouvement ou une posture, c'est juste une interaction de tes articulations. D'accord. Et ton corps va trouver la meilleure façon de créer cette interaction avec ce qu'il a à disposition. Alors, tout ce qu'on peut faire, nous, c'est voir comment chacune des parties fonctionne de la meilleure façon. Et de cette façon-là, ton corps va trouver la meilleure façon de bouger. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas le gars qui se croit super intelligent qui va dire, ah, ça, c'est la meilleure façon de bouger. Non, ton corps sait quelle est la meilleure façon de bouger. Et même les biomécaniques, si tu regardes Usain Bolt quand il sprint, eh ben, tu vois, il fait un immense valgus quand il fait son accélération. Pourtant, biomécaniquement De la parlant, hanche. voilà, de la hanche. Ouais. C'est pas la meilleure façon de le faire. Alors maintenant, je vais utiliser l'athlète le plus rapide de l'histoire et dire, hey, ben lui, il a un valgus de la hanche, ok? Il fait une rotation interne extrême de la hanche. Ah ben alors, on doit tous courir comme ça. Tu vois, en fait, c'est ce genre de conclusion qu'on crée. Alors que c'est faux. Ton corps va juste trouver le meilleur moyen de faire ce que tu lui demandes, d'accomplir la tâche que tu lui demandes de faire avec ce qu'il a et avec les contraintes qui lui sont posées. Et ça, c'est pas moi qui le dis encore une fois, Dynamic Systems Theory, that's it, physique, c'est pas moi. Donc voilà. Ouais, il y a des coupes, ouais. Après, ce qu'il ne faut pas, par contre, c'est vraiment enchaîner compensation sur compensation jusqu'au jour où, en fait, c'est complètement. C'est super dur de tout se faire faire. Exact, mais tu n'enlèves pas une compensation en créant une autre compensation ou une Exactement. autre Ouais, mais en restriction. fait, c'est un peu La ça compensation, le. elle est là parce qu'il y a une limitation quelque part. C'est pour ça qu'il y a une compensation. La compensation elle est pas venue en se disant ah, je vais faire une compensation. Non, c'est parce que ton corps va aller du point A au point B, mais il n'a pas certains outils pour aller au point B. Donc, il doit trouver d'autres outils pour faire le travail. Parce que, comme je t'ai dit, ton corps, il va aller au point B. De quoi qu'il arrive, il va y aller. Maintenant, il va y aller avec ce qu'il a. C'est tout. Donc, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est aussi simple que ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que tout fonctionne bien.
C'est aussi simple que ça. Ah, c'est ça, vraiment contrôler l'articulation pour Exact, qu'elles vont là où tu exact. veux aller. Et tu parlais tout à l'heure on parlait au tout début du podcast des genoux en valgus. C'est vrai que c'est quelque chose que les kinés ne se posent pas assez cette question, mais les genoux par en valgus, c'est aussi souvent parce que tu ne contrôles pas la position valgus, tout simplement. C'est un peu ça. Aussi, et aussi déterminer l'espace que tu as dans ton articulation, ok? Moi, je travaille avec une sprinteuse aussi, Sarah Acho. Ben, tu vois, elle, quand elle fait ses sprints, il y a beaucoup de rotation interne. Elle a énormément de rotation interne, tu vois. Et, elle contrôlait une grande partie. Moi, j'ai pas essayé de dire fais que de la rotation externe. Déjà, je me suis dit, bon, l'investissement que je fais ici, quel est ce qui va être le plus rentable? Contrôler ce qu'elle a enfin, énormément, tu vois, euh, parce qu'elle a énormément passivement, ou alors chercher à créer plus de rotation externe juste parce que son C'est corps va suffisant, en ça. rotation interne. Parce que j'assume que si je crée plus de l'autre côté, ben, euh, pour je ne sais quelle raison, ça va rester plus dans le centre. Non, moi je sais pas ça. Le Ouais, corps va trouver la meilleure façon de c'est bouger. important ce Moi, que tu as dit aussi parce que c'est ce que toi tu assumes en fait. C'est ce que le coach exact, assume. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à un exercice c'est pas bon parce que toi tu penses que c'est pas bon, parce que toi-même tu pas mal. Mais exact. c'est intéressant. Hein, ça. C'est pas parce que le coach assume ça que c'est comme ça. Et puis même tu peux créer des espèces de peur avec l'athlète. 100%. Et ça c'est pas 100%. bon. Hein. Ça, c'est pas bon. Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et comme je dis, il ne faut pas avoir des. Notre seul job, c'est de faire en sorte que tout fonctionne comme ça devrait fonctionner. C'est tout. Et que tu contrôles ce que tu as et ce que tu n'as pas, eh bien, il faut le créer. Mais il ne faut pas créer des idées, avoir des idées préconçues de comment les choses devraient être, surtout que c'est basé sur rien de concret. Ouais, bien sûr. Et toi, les clubs, quand tu leur, les clubs des joueurs de foot, comment ça se passe avec eux? C'est un peu compliqué en termes de, parce que c'est complètement différent la méthode. Parce que c'est souvent, comme tu me disais aussi l'autre fois au téléphone, c'est très protocole et il ne faut pas forcément comprendre ce que tu fais. Et comment ça se passe avec eux en fait? Bah, écoute, en fait, ça dépend quel pouvoir tu as dans ton club, tu vois. Parce qu'il faut se dire, et quel investissement tu vas vouloir mettre pour vouloir suivre plutôt un processus de pensée qu'un autre, tu vois. Donc, par exemple, avec un joueur comme Joe, c'est un joueur plus âgé, qui est plus expérimenté, tu vois. Donc, il T'as a quel déjà âge, t'as quel plusieurs. âge maintenant? Joe a 34, je crois, 33, 34. D'accord. 33, 34. Et tu sais, il est très expérimenté. Donc, il est passé par plein de trucs déjà et il a un certain pouvoir, tu vois. Donc, quand il dit quelque chose. Et donc, moi, c'est moi qui m'occupe de la préparation avec lui. Il fait le truc avec le club, bien entendu, et on ajuste. Donc, c'est moi qui dois m'adapter au club. Ok. Mais, par exemple, maintenant, il sait se positionner en disant, ah, ok, Kev, ce que tu dis, ça a du sens, plus que ce qu'on lui dit. Après, ça ne veut pas dire qu'il va renier tout ce qu'on va lui dire, tu vois. Mais au moins, il a un esprit critique qui est plus développé, tu vois. Donc, il sait analyser la situation basée sur tous nos échanges, etc., etc. Donc, ce que je fais, c'est que je dois faire des échanges avec les physios, avec les préparateurs, avec les joueurs de foot avec qui je travaille. Parce que voilà, c'est eux qui décident de m'engager. Donc, ça passe pas par le club. Donc, ils viennent et je dois donner, si tu veux, des explications comment j'approche la programmation avec eux. Donc, c'est des joueurs qui me demandent, Kev, est-ce que tu peux dire au préparateur comment ça se passe? Je te passe le numéro du physio, etc. Et tu leur dis, parce que c'est eux qui leur disent, ouais, je veux travailler avec Kev. Et des fois, après, on peut avoir des conflits parfois, tu vois, dans le sens où, pas des conflits, mais des processus de pensée qui vont pas aller main dans la main. Donc, donc là, ça peut créer des clashs. Pour moi, si je dis, pour moi, je le dis, tu vois. Pour moi, ça n'a pas de sens maintenant. Si on me demande, je dis, pour moi, pour moi, je ferais pas le truc comme ça. Et là, c'est le dernier exemple que j'ai eu, c'était avec justement Denis Zakaria, où il a eu une opération du genou et on lui a fait faire des trucs qui, selon moi, n'étaient pas appropriés. Mais c'était pareil avec Joe, en fait. Il faisait des trucs qui n'étaient pas appropriés. C'est-à-dire, tu peux en dire un peu plus du fait? Bah écoute, sont sortis d'une opération du genou.
Et bah, pour Joe, pour l'histoire avec Joe, il est sorti d'opération du genou et je le voyais, il courait sur le tapis. Mais tu sais, tu vois, c'est tous ces trucs fancy où tu as un tapis avec je sais pas, une bulle d'air, je sais pas exactement Ah, c'est qu'est-ce qu'on dit. anti-gravité. C'est Antigravité, ouais. ouais. Et si tu veux, on commence à faire des trucs dynamiques, on commence à travailler sur la flexion du genou et des trucs comme ça. Et au final, ça va pas beaucoup mieux. Alors moi, j'ai créé à Joe à cette époque-là et je lui dis, écoute, mec, je pense que je peux t'aider. Joe curieux, il vient me voir et puis on échange. Et puis voilà, on est là. Une année, quelques après, on est là. Et son genou, c'est un truc de ouf. C'est vraiment bien, tu vois. Il avait quoi Donc, comme mission? je me rappelle plus exactement. Il a eu deux opérations au genou. C'était en relation avec le ménisque. Je me rappelle plus maintenant avec tous les genoux que je vois. Mais voilà, je me rappelle plus exactement. Et, euh, et une reconstruction au niveau du cartilage aussi, quelque chose comme ça. Pour moi, c'est juste des mots, tout ça. C'est Exactement. pas ce que je peux, c'est parce que, Non, voilà, c'est pour moi, vrai. c'est pas important. Et je te Pour moi, dis, c'est du attends, stuff. je fais juste encore une parenthèse, je coupe souvent, mais c'est parce que j'ai peur d'oublier. Et j'aime bien ce que tu dis, parce que souvent, il faut faire attention aux mots que le médecin vous dit, ou que le kiné vous dit, parce qu'au final, ça ne veut rien dire parfois. Ouais. Moi aujourd'hui, avec les blessures que j'ai mon genou qui est. Apparemment, j'ai plus de cartilage. Euh, bon, et alors, tu vois. En fait, c'est pas et alors, c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour pouvoir continuer à m'entraîner comme je fais. En fait, si j'avais écouté les médecins à 100%, et d'ailleurs, le dernier médecin que j'ai eu, c'était un chirurgien, un des meilleurs chirurgiens qui opère que les gens de première ligue, $300 la séance, 15 minutes de consultation. Bon, bah, lui, sa seule solution, c'était vitamine D. Ah, Vitamine D. Lui, si j'avais écouté ce genre de docteur, justement, qui te mettent c'est ce qu'on appelle ça des yellow flags, on met une croyance dans ta tête, en fait. Tu te dis, t'as ça, c'est fini, tu pourras plus. Moi, aujourd'hui, je ne pourrais pas m'entraîner comme je fais aujourd'hui 5-6 jours par semaine, euh, à faire de la pliométrie, etc. Donc, il faut faire super gaffe à ce que disent le monde médical, parce qu'en fait, on ne comprend pas ce que c'est. Enfin, nous, moi, si tu dis ça à un patient, vu que c'est un mot super scientifique, ça va être super grave pour lui. Tu dis à quelqu'un, ah, un mec qui a mal au dos, tu lui dis qu'il a une hernie, c'est bon, tu peux être sûr que son dos, il va plus jamais bouger. Alors qu'au final, c'est la pire chose que tu peux faire, en fait. De ne pas bouger ah, ton dos et de faire des exercices. J'ai vu une vidéo une fois sur YouTube, justement, qui parlait de ça, qui disait que je comprends que le mec disait, je ne comprends pas pourquoi quand on a un problème au dos, l'exercice qu'on prescrit, c'est de garder ton dos droit et de faire du burn dog pour ceux qui connaissent. Alors bref, je faisais juste une parenthèse pour vraiment dire de faire attention à interpréter les mots et de ne pas prendre ça comme une fatalité parce que ça reste que des mots. mhm. On a mis un nom dessus pour décrire un diagnostic. Et au final, c'est pas pour ça que vous n'allez pas courir, que vous n'allez pas marcher quand il faut, ou jouer au foot. Et voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé, je te laisse reprendre. Je me rappelle plus où on était. On parlait de putain. Non, de sa carrière de ton joueur de foot. Ah oui, non, de ce qu'il faisait qui avait pas de sens pour moi, c'était les deux, c'était Joe et Denis après quand ils sont venus me voir. C'est que voilà, en fait, ils ont sauté des étapes selon moi et ça n'a pas de sens. Et vu que ça n'avait pas de sens, eh bien, moi j'ai dit, écoutez, on va restarter de zéro et à partir de là, on reprend et on va faire les choses comme elles doivent être faites. Combien de temps ça prend, je sais pas, ça prend le temps que ça prend. Après, j'ai les gens du club, justement, le staff médical, etc., qui m'appellent, par exemple, et qui me disent, ah voilà, on veut l'avoir sur le terrain dans 6 semaines, tu vois, enfin dans 5 semaines, ou je sais plus, 5, 6 semaines. Tu vois, mais ça, c'est pas moi qui décide. C'est pas, je vais pas, ce serait bien que tu le refasses courir. Je dis, ouais, il faut pas me dire quoi faire. Moi, je sais comment je fais les choses et pourquoi je les fais. Et moi, je veux pas être inclus dans votre côté business. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est ce que j'ai dit direct avec les joueurs. Moi, j'ai aucun côté business avec votre club et je veux pas en avoir. Et même s'ils me payent, je dois faire mon travail correctement. Donc, je vais pas précipiter le processus. Déjà, c'est pas moi qui le décide. Combien de temps ça prend pour que les tissus s'adaptent? C'est pas moi qui décide, ok? Donc, on fait les choses progressivement et comme on doit les faire. Et si on peut recourir et si on peut faire les trucs, eh bien oui,
dans les temps qui nous le permettent, et bien on refera les choses. Mais on va pas précipiter tout ça, parce que pour eux, c'est du business, eux, ils s'en foutent. Ah oui, Donc, c'est sûr, c'est une eux, logique. ils en ont rien à foutre. Normalement, une opération du genou, les gens reprennent la course ou en tout cas la Vraiment. compétition après 6 à 9 mois. Et tu vois un joueur de foot 6 semaines après, il a une opération, il est sur le terrain. Tu dis, attends, il y a- ok, il a eu les meilleurs chirurgiens, mais j'en ai rien à foutre qu'il ait les meilleurs chirurgiens. C'est C'est pas les vrai. chirurgiens qui vont dicter l'adaptation du corps, tu vois. C'est ça qui me fait rire. C'est pas toi qui décide ça. C'est pas le chirurgien qui décide combien de temps ça prend. Tu peux avoir le meilleur coach du monde. Si tu me dis, je veux prendre 20 kilos de muscle en 2 semaines, je m'en fous que ça soit le meilleur coach du monde. Ça marche pas. C'est pas Ouais. moi, c'est pas moi qui décide, tu vois. C'est pas lui qui décide. Et voilà, c'est un peu ce genre de truc là auquel je dois avoir à faire. Et puis, des fois, on me dit des trucs avec lesquels je raisonne pas, tu vois. Mais par exemple, avec Denis, il est venu me voir en une semaine, l'inflammation était réduite complètement. Le genou avait, enfin, ça avait complètement changé. On avait retrouvé la flexion qu'il avait auparavant, alors qu'il était à 90 degrés de flexion, tu vois, quand il est venu me voir, alors que ça faisait déjà quelques semaines qu'il sortait du truc, alors qu'en une semaine avec moi, c'est, tu vois, on a fait les choses bien. Et quand on fait les choses bien, ils sont retournés, ils ont dit, ah, mais qu'est-ce qu'il a fait? Donc ils m'ont rappelé. Il est revenu faire les 3 semaines avec moi. Et ils ont dit, Kevin, on va suivre ton protocole. On va suivre ton truc et on va enlever ce que tu penses que ça n'a pas de sens. Et depuis, on a communiqué avec son physio, que je respecte énormément, parce que c'est quelqu'un, tu vois, qui a pas eu de problème à se dire, OK, ce que j'étais en train de faire, C'est nul. Ouais, c'était donc pas on va. approprié, tu vois. Et ce qu'il a fait, ça marche, donc je vais suivre, je vais être curieux et je vais faire ce qui marche. Et je pense que c'est la solution, tu vois. Du coup, on communique et j'apprécie que le gars il soit ouvert d'esprit, que ce soit un bon gars qui veut le meilleur pour ses joueurs au final, tu vois. Mais Et moi, c'est je leur marrant dis, parce c'est pas de que politique. c'est marrant que, comme tu dis, il avait si c'est opéré du genou, il avait encore mal et puis ça ne voulait pas s'améliorer. Mais personne, apparemment, parce que enfin, c'est arrivé avec moi aussi, mais on n'arrive pas à se poser la question, à chercher ailleurs. On reste bloqué avec, on a toujours fait comme ça, donc on ne va pas chercher ailleurs pour essayer de comprendre le problème. Et moi, c'était vraiment ça avec ma blessure, parce que ça a duré, on ne comprenait pas, quoi. Et on faisait faire souvent les mêmes choses. Des fois, on attendait que le genou se calme, et puis on était reparti pour refaire les mêmes exercices de la même façon. Et je me disais, vraiment, c'est pour ça que j'ai arrêté moi-même, parce que j'en avais marre. Je me disais, attendez, rechercher. Et puis j'aurais dit, écoutez, je me suis fait beaucoup d'entorses de cheville avec ce genou, et pas regarder la cheville un petit peu, toujours le genou, toujours le genou, le genou, le genou. À un moment donné, tu te dis, c'est pas possible, parce que tu te dis, putain, j'ai 20 ans, tu parles à un docteur qui a fait 15 ans d'études, tu parles à des kinés qui sont réputés, mais tu as l'impression de parler à un mur qui, tu vois, si tu parles, c'est Ah, fatigué. Parce que tu te dis, mais attendez, réfléchissez un petit peu, posez-vous des questions. Moi, le docteur, j'adore, j'ai beaucoup aimé ce docteur, très gentil, etc. Mais des fois, j'ai envie de me dire, écoute, change ta façon de penser avec moi, viens dans la salle qui est juste en bas, regarde comment je bouge, assesse mon genou d'une façon différente, parce que ça aussi, enfin, à un moment donné, tu as envie de dire, allez, changer les choses. Changer les ouais, mais choses, ça, c'est un problème aussi que moi, ça me fait rire. Moi, une évaluation avec les gens, ça dure 3 heures. c'est long, 3 heures, oui, c'est Et, et, ça. et quand je dis quand tu vas voir quelqu'un, t'as mal quelque part, et tu dis, ah, moi, le genou, ok, ok, on va faire les exercices pour le genou. Mais il n'y a aucune évaluation au préalable. Et c'est compliqué, ça. Je dis, mais c'est basé sur quoi ta sélection d'exercices? C'est basé sur rien. C'est basé sur un protocole. C'est-à-dire je suis OK avec le fait qu'on regarde les genoux, mais est-ce qu'il y a eu une analyse du genou, une analyse plus poussée que juste le regarder, ah, c'est enflé, c'est pas enflé? Est-ce qu'il y a une analyse des structures voisines? Tu vois, et c'est ça, en fait, mon problème. C'est que, ah, ok, t'as mal au genou, donc on va faire les exercices pour le genou. Il C'est n'y pas a comme pas de ça que ça fonctionne. compréhension de pourquoi tu fais ça. Au Non, final, tu te non. retrouves avec le même protocole. Moi, j'ai eu le même protocole. En fait, moi, j'avais une fiche. En fait, c'est une fiche, chaque patient a la même fiche. Et sur les fiches, tu as peut-être une trentaine d'exos. Et en fait, Mhm. le kiné ou le docteur entoure de l'exo, tu vois, qui est dans une case, Ah, avec évidemment le nombre de reps. Et en fait, c'est ça le protocole pour tout le monde. Peu importe si tu es un joueur professionnel, ou tu es un joueur amateur, ou si tu es la mamie qui a 50 ans, tu vois. Tout ce qui va ouais, changer, c'est le nombre de répétitions et le poids c'est hallucinant qu'il comme. faudrait changer. Quoi. Mm. Bah, écoute, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets.
On a fait le tour, on a pas mal parlé. J'ai pris pas mal de ton temps, mais en tout cas, je te remercie beaucoup parce que c'était super enrichissant. Euh, on a parlé de pas mal de sujets, et puis voilà, j'espère que les gens qui nous ont écoutés vont apprendre quelque chose. Et puis, Yes. puis voilà, Kevin. À d'autres sujets peut-être pour une prochaine fois. Merci en tout cas pour l'invitation et c'était un plaisir en tout cas d'échanger, de partager. Bah, toujours. Je te Super mon gars. remercie. À très Vas-y, à bientôt la alors. prochaine. Ciao, ciao.